Ça va les gars? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode cette semaine que je suis bien content de vous partager. Je vais tout de suite rentrer dans la présentation de l'épisode parce que le Pro-Choc culturel a comme un lien, encore une fois, avec l'épisode. C'est un épisode que j'ai enregistré extrêmement récemment et que je voulais relâcher le plus vite possible. Ça s'est enregistré le 21 novembre 2019 parce que, en fait, c'est à propos, je reçois les scénaristes du film Les Barbares de la Malbaie, mettant en vedette Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, qui prend l'affiche là cette semaine, la fin de la semaine du 21 novembre. Donc, on veut, j'essaie d'aider le film le plus possible, dans le sens que pour que l'épisode soit d'actualité. Mais avec les Patreons, on est toujours 2 semaines d'avance. Donc, au moment de sortie de l'épisode, en ce moment, si vous l'écoutez au moment public, c'est le film est dans sa 3e ou 4e semaine au cinéma, mais il devrait être encore au cinéma techniquement. Donc, c'est pour évidemment que ça reste dans l'air du temps et que si vous avez apprécié, ben que vous puissiez regarder le film. Donc, voilà, j'ai reçu Éric Camboulian, qui est un scénariste qui a écrit sur plein d'affaires que vous avez vues, que ce soit de Père en flic, Menteur, il a écrit Prank, il a écrit sur SNL Québec, il a écrit sur plein de trucs, et aussi son co-scénariste Marc-Antoine Rioux, que je connaissais pas, je connaissais un petit peu Éric. Il y a un autre gars aussi qui a écrit, qui a participé à la scénarisation du film, et il était donc 3 scénaristes au total, et j'en ai reçu 2, Éric et Marc-Antoine. Et Marc-Antoine, oui, c'est bien ça. Et donc, voilà, donc j'ai reçu les gars au podcast. Ça s'est fait très rapidement, tout ça, parce que j'étais en train de faire un podcast avec le producteur des Boys, qui est un épisode qui s'en vient prochainement, que j'ai beaucoup, évidemment, aimé, que je crois que vous avez apprécié. Puis j'ai flashé, pendant j'ai fait « Oh shit, les gars sortent un film cette semaine! » Donc, je me suis dépêché à écrire à Eric. Ça s'est booké super rapidement, puis un jour et demi plus tard, on se rencontrait un jeudi matin pour faire l'épisode. Et voilà, donc on parle de c'est un épisode qui va vraiment large. On parle, c'est comme un peu je trouve un long épisode du Pro-Choc culturel parce que on parle pas tant de hockey, mais bien de scénarisation, beaucoup de scénarisation de hockey, du film, de plein de trucs en général. Et ouais, c'est ça, j'ai bien aimé cette conversation-là qui va vraiment ailleurs. Par rapport à ça, on revient d'ailleurs sur Marc Robitaille qui passe au podcast, ça. Le Pro-Choc culturel cette semaine, j'hésitais, je pourrais en donner un comme un autre. Ah mon Dieu, c'est trop d'édition, je peux pas. Bon, je vais y aller avec les Chiefs. J'en parle, je le name drop. Je l'ai name droppé souvent dans les saisons. Puis je le renomme dans ce cas-ci parce qu'en fait, Les Barbares de la Malbaie met en scène un gars qui joue semi-pro, qui joue dans la Ligue nord-américaine. Et il y a un documentaire qui a été fait au début des années 2000 que j'ai nommé et renommé souvent sur cette ligue qui s'est beaucoup améliorée, mais qui à l'époque était connue comme étant, le slogan, c'était la ligue la plus violente au monde. Et c'était vraiment ça. Il y avait une équipe qui s'appelait les Chiefs de Laval, qui était très connue dans la région de Montréal. Tout ça, évidemment, est dans la Ligue nord-américaine. Et il y a un documentaire qui a été fait en 2003-2004 qui s'appelle Les Chiefs. C'est un gars qui est un réalisateur qui a appris que son frère, en fait pas qu'il a appris, mais que son frère jouait pour les Chiefs. Puis quand il a vu c'était quoi sa vie, il a fait non, ça n'a aucun sens, il faut que je vienne faire un documentaire là-dessus. Et c'est un documentaire comme je trouve qui est assez méconnu. Tu sais, les gens pensent quand tu dis les Chiefs que c'est Slapshot, c'est pas du tout Slapshot, c'est vraiment un documentaire indépendant de 2003 avec les gars qui donnent, il y a des personnages incroyables. Et c'est vraiment le miroir d'une certaine époque, autant du hockey, mais en tout cas, bref. Donc, j'aime mieux pas en dire trop, moi, je regarde même plus de bande-annonce, j'aime ça regarder les films, vierges, arriver et d'être complètement, tu sais, le pH équilibré, donc t'as pas trop vu, t'as pas été spoilé rien. Allez voir ça. Puis c'est même pas une affaire de hockey, encore une fois. Si vous aimez les bons films, allez voir le documentaire Les Chiefs. Moi, j'ai trouvé un DVD de ça dans un Rossi, genre à Bécomo, il y a une couple d'années, mais tu sais, c'est vraiment... Il doit être disponible en ligne là maintenant avec les streamings, tout ça, mais bref, un de mes films de hockey préférés. Honnêtement, il y a un petit... C'est un peu triste, tout ça, là, mais ça peut... mais vraiment... Voilà, allez regarder ça. Donc, voilà, j'ai rencontré les gars, je répète, le 21 novembre 2019. Le film doit d'ailleurs encore être à l'affiche, donc je vous encourage évidemment à aller le voir avec Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, que j'espère recevoir évidemment éventuellement au podcast. Moi, j'en parle une dans l'épisode. Donc, voici Éric Camboulian et Marc-Antoine Rioux. Dread sur le tape avec David Bocage.
Je suis avec Éric Kaboulian et Marc-Antoine Rioux, ou Éric comme les gens l'appellent qu'ils connaissent, c'est-à-dire pas moi. Kamala! Ouais, exact! C'est Kamala! Ouais, Comme je le connais pas sous cet angle-là, mais je vais l'accepter. ouais, mes amis proches. Kamala. Et ma blonde. Ma blonde m'appelle Kamala. C'est fucking weird. Relation proche. Ouais, c'est... Merci les gars d'être là pour un podcast qui est peut-être le plus tôt que j'ai enregistré depuis longtemps. Merci de me permettre de me lever puis d'accomplir des choses dans une journée. Oui, en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, Éric, c'était aussitôt que ça, puis on avait la même face parce que c'était Quand? à la Cinémathèque What? pour dans le cadre d'un séminaire de scénarisation relié au film The Graduate Ah oui! qui fête ses 5 Oui, c'était Marc Robitaille qui oui, ça. c'est pour ça que j'en parle, parce que Marc est venu au podcast dans la saison 1. Ah, pour vrai? Way back. Oui. Dans le Oui. temps, moi, t'es comme, je sais pas c'est quoi ton petit projet, mais je vais venir pareil. Mais bref, fait que Marc était venu, puis c'est ça, puis là, c'était drôle, je l'avais recroisé dans les toilettes, il était me rendu avec une barre, il dit, allô? Il m'avait comme Samir, il m'a reconnu, c'était comme un peu funny. C'était ton meilleur ami cette fois-là, dans les toilettes. Ben oui, c'est ça, ben il y a eu un genre de, je suis hey, man, merci, mais c'était cool, c'était C'est vraiment un gars formidable, Marc. Je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré à l'Atelier Grand Nord. Ouais. C'est lui qui modérait l'Atelier Grand Nord, qui était un atelier de scénarisation qui se passe à Montebello. Puis c'était lui le modérateur de l'événement. Puis j'ai vraiment découvert un gars qui a pas de bon sens. Là. Il est juste il est vraiment cool. fort sympathique. Puis il a comme 600 millions d'anecdotes qui peut te sortir n'importe quand. Ouais. C'est un peu devenu ton père spirituel aussi, non? C'est devenu mon père, point. On salue ton père, qui est, tu penses que ton père est décédé? Non, mon père n'est pas décédé. Non, c'est ben, moi que son père est décédé. Ah, c'est toi dans le film. Ok, on va y revenir. Mais, c'est malade, ça, que ton père est pas décédé. Non, c'est pas vrai. Je l'aime, mon père. Je crois que c'est ça, non, c'est pas vrai, il est mort, ça. Non, il est vivant, puis je l'aime. Bon, ben, ça a l'air tellement senti, non, c'est pas vrai. Mais bref, avec Marc, oui, qui est vraiment cool. D'ailleurs, lui, il venait parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était la sortie de la série Béliveau, sur laquelle j'ai d'ailleurs fait de la figuration de hockey pour un hasard. Ouais, Nice. parce que le gars qui est chorégraphe des scènes de hockey, c'est Alex Dandeno, frère de Mathieu Dandeno. Puis Alex Dandeno, je le connais parce que j'ai coaché avec. Puis Lui, il a essayé d'avoir une carrière aussi. lui, il a joué comme un petit peu NCA. OK. Puis il est revenu ici après, il a joué, il était pas évidemment dans le même ordre de temps. Dire, Mathieu a quand même 3 Coupes Stanley, là, c'est quand même. Ouais, non, pas c'est à ça, côté. c'est pas, mais je suis sûr que son frère est super aussi. Mais en fait, j'avais reçu les 3 frères aussi dans un épisode à Dread sur le Tape. C'était Mathieu qui a joué dans NHL, 3 coupes. Alex qui est coach dans le collégial, puis qui est vraiment un nice coach, puis un gars vraiment cool. Puis Louis-Philippe, le comédien. Ouais, l'acteur, c'est ça, ouais. De hockey, souvent. Ouais. Qui a joué dans absolument. 50, puis ça. Fait que j'ai reçu les 3 en même temps. Écoute, des 3 larrons en foire, Ça là. devait, C'était comme, ouais, ça devait être c'était un insane. party de Noël que j'étais comme, c'est moi qui ai le trou. Mais, On va y aller. T'aurais mais- pu juste comme quitter la pièce Ouais. puis les laisser podcaster ensemble. Le pire, c'est que pour vrai, il était genre, ça arrive pas souvent qu'on ait les trucs. Ah ouais, genre, t'as réussi quelque chose que notre mère a de la misère à faire, genre. Fait que, mais bref, donc, Marc Robitaille, The Graduate, scénarisation, film, vous êtes ici aujourd'hui, bonjour. Absolument, bonjour. D'ailleurs, on va parler de scénarisation, mais The Graduate, c'était vraiment intéressant, cette affaire-là, parce que c'était vrai qu'il abordait ça d'un thème scénaristique, puis comme le scénario a vraiment bien vieilli, puis toutes absolument. les erreurs qu'il parlait, parce que lui, il connaissait toutes les sous-anecdotes de la scénarisation, toutes les erreurs, les mauvaises avenues qu'un scénario aurait pu prendre, que comme le film serait non seulement pas un classique, mais serait juste un mauvais film, alors que le film est adapté d'un livre. Ouais, que ça, le mais- livre est pas, comme il dit, très bon. Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est ça, il est pas Ouais, formidable, ouais, là, c'est non, quelque vraiment. chose, mais... Mais de toute façon, on dit toujours que le meilleur, tu sais, les meilleurs livres à adapter, que ce soit au cinéma Sont pas ou à la écrits. télé. Non, c'est les pires livres que tu peux trouver. Ah ouais, c'est ça. Un mauvais roman va faire un extraordinaire film parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais. Fait que là, je suis en train d'adapter le plongeur, qui est un bon roman. Fait que je vais me planter. Ouais. Ça va mal Mais ça va être en you. Ça- Puis ça- tu C'est vas toi, être je te averti. le- je te le fais pas dire. Ça va être averti par un ami. On peut-tu proche. sacrer à ton podcast? Oui, Ok, c'est un parfait. podcast. Je sais pas quelqu'un commence par on peut pas dire ça pour un podcast. Je suis comme, non, c'est un podcast. Ouais, c'est ça. Il y a personne. Cul! Ouais, c'est ça. Tu peux enfin. Mais ça, on ça, se garde. ça faisait 12 ans que tu voulais le faire. C'est aujourd'hui. Dans un micro. Mais bref, donc bref, on est ici parce que vous avez sorti un film. Vous avez écrit un film qui vient de sortir qui s'appelle Les barbares, Barbare de la Malbaie, ouais, ouais. exactement. qui a changé de nom, qui s'appelait pas Ouais, même au au départ, départ. c'était pas ça. Au départ, c'était les Sauvages de Mégantic. Non. Oui. Ouais. Et J'étais sûr que c'était un gag puis je l'aimais beaucoup. non, Non, c'est c'est vrai. vraiment pas un gag, puis on aimait vraiment beaucoup ce titre-là. Les sauvages. Puis, à un moment donné, dans les 10 dernières années, il est arrivé quelque chose à Mégantic qu'on m'a dit. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'est fait dire,
On peut rappeler le chou-chou de Mégantic. Oui. Vas-y, Eric. Non. Je pense que c'est encore too soon. Non, Ça va être too soon. Very too late. Puis, on s'est fait dire comme, peut-être changer le nom de la ville parce que ça peut avoir l'air Tout aurait eu l'air d'avoir un rapport avec. C'est ça, exact. C'est ça. Alors qu'on a choisi ça parce que c'était le plus perdu qu'on trouvait sur une carte. Il y avait pas eu l'accident au moment qu'on a commencé à écrire le scénario parce que... Déjà une couple d'années, en plus. Ouais, mais nous, ça fait depuis 2010 qu'on travaille sur ce projet-là, en fait. C'est un peu ce genre de soirée, ça me donne envie d'arrêter de vivre. Quand ça fait 9 ans que tu travailles sur un bref, 2010, t'as commencé. Ben ouais, mais moi, en fait, c'était le premier scénario, en tout cas, moi, que j'écrivais. Qu'on Marc-Antoine écrivait, en avait écrit un autre avant. Ouais. Mais moi, c'était le premier que j'avais des sous pour écrire, mais même point, là, un long métrage. Puis tu vois, j'en ai fait 4 autres depuis. En fait, il y a 4 autres films que j'ai coécrits ou écrits qui sont sortis avant celui-là, puis ça fait depuis 2010. C'est weird, le cinéma. C'est vraiment spécial. C'est pas weird, c'est juste vraiment lent. C'est fucking lent. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a tout le temps une chier de problèmes qui arrivent. Ouais. Tu sais, que ce soit un réal qui se désiste ou tu sais, un financement qui passe pas ou tu te fais dire ça a été reviens quoi dans 6 mois. Ça a été quoi dans ce cas-ci avec les barbares? Ça a été en fait au début, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a quelque chose au Québec, en fait, la scénarisation. C'est rare que tu commences un projet puis qu'il n'y a pas de réalisateur attaché. Ouais. Ce qui fait que nous, on avait un producteur, on est arrivé avec un projet on avait déjà en fait on a demandé le calque nous, fait qu'on avait même pas de producteur au départ. On avait écrit le scénario, puis il y avait pas de producteur, il y avait pas de réalisateur. On était un peu dans la brume, mais ce qui se fait aux États-Unis, il y a plein de scénaristes qui font du spec script, ce qu'on appelle, là, qui partent puis qui écrivent des scénarios, puis après ça, ils essaient d'approcher des studios. Puis nous, c'est ça, en fait, on était approchés par un producteur à un moment donné, mais on n'avait pas de réal attaché, fait que tout ça a été long. Puis à un moment donné, il y a un réal qui était attaché, il s'est désisté, puis le projet est revenu. s'est désisté. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas Vincent qui l'a fait finalement, on parle pas de Vincent. Mais non, Vincent, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, Vincent, Ouais, mais ça. au départ, c'était Mathieu Denis, en fait, qui était Okay, qui était le coproducteur, puis qui à un moment donné s'est désisté parce que ses projets ont comme explosé. ouais, il y a vraiment, puis c'est des circonstances là, mais ça fait qu'on a changé de réalisateur, puis à un moment donné ça a été en fait ce projet-là t'as un peu rendu perdu, on savait pas trop quoi faire avec parce qu'à un moment donné aussi ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait dessus. Tu y crois plus? Non, à un moment donné, j'étais sûr qu'il allait jamais se faire cette affaire-là. Ouais, puis c'est aussi des fois, tu sais, tu parles de quelque chose, puis c'est tellement lent des fois que tu te connais. Je sais même plus si j'ai envie de dire ça, si c'est pertinent. Parce que, tu sais, ce qui est le fun avec, mettons, le milieu dans lequel, tu sais, l'humour, tu sais, c'est straight up tout de suite. Là, t'as ta réaction immédiatement. Un scénario, tu le sais pas, là, tu sais, puis Manny, il se shoot, puis t'es comme, hey, je suis tellement rendu ailleurs. C'est ça, tu me dis que j'ai écrit une joke, mais je peux juste la dire dans 8 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Il faudrait que tu l'essayes, ça. Écris un show là, que tu vas juste faire dans 8 ans. Ça. C'est ça. Hey, Simon, le début vingtaine. Mais ce qui fait, mais là, on a fait un film qui s'appelait Prank avec Vincent. Que j'ai vu, d'ailleurs, que j'ai parlé. Puis ça a fonctionné. Tu sais, on a fait Venise, ça a été ça a fonctionné plus que ce qu'on pensait pour un film qu'on avait fait avec 10 000 piastres. Mais je suis content que t'en parles parce que moi, c'est un film que j'ai vu. Écoute, si tu un autre qui est venu au podcast dans la première saison alors qu'on était les Nobody, Marc-André Grondin était venu. Ouais. Marc-André avait vu, je pense que c'est Marc-André qui m'a parlé de Prank, si je me trompe pas. Ah, ça se peut. Qui m'avait dit qu'il avait aimé ça, puis en tout cas, je sais pas trop, puis j'avais été le voir au cinéma même. Je fais partie des 9. Ouais, c'est à peu près. Exactement pour vrai. C'est un bon ballpark. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé et puis que j'ai pas assez entendu parler. Ça m'a gossé de pas avoir entendu parler plus d'un film de même qui, se fait pas souvent au Québec, puis qui est bien fait, puis qui était un peu le pré avant qu'on explose, pas du tout, là, tu vas dire d'une certaine manière. Non, mais tu sais, j'ai co-écrit Prank, puis j'ai écrit avant qu'on explose, puis qu'à un moment donné, les thématiques peuvent être similaires. Oui, non, dans le sens, tu sais, je voulais pas faire un lien juste pour faire un lien, mais tu sais, le jeune comédien, il était plus jeune dans Prank, il glissait à vue d'œil, puis après ça, dans Avant qu'on explose, la thématique de l'adolescence, mais amené dans un contexte un peu plus ludique dans Avant qu'on explose. Mais Prank, il y a quelque chose que j'aimais de très raw. Ouais, c'est l'adolescence, mais c'est pas super bad ou c'est pas American Pie dans le sens que c'est juste c'est juste des années terribles puis mais très drôle aussi de l'humour noir, mais fait que ma question par rapport à ça, c'était le monde qui nous écoute en ce moment, je sais qu'il était devenu disponible. On peut l'écouter Prank maintenant. Oui, il est sur iTunes. Ouais, il était sur Super Écran pendant un long moment. Là. Je sais pas s'il est encore là, mais...
Ouais, sur iTunes, encore. Mais merci. Si t'écris prank dans iTunes, tu vas tomber sur 2 affaires. T'as notre film qui est prank, puis t'en as un autre qui est un film de le clown tueur. Un clown tueur. C'est pas celui-là. Regardez pas le vôtre. Regardez le clown tueur. Envoyez-nous des reviews. Puis souvent, après allez vous coucher. Souvent dans le inbox de la page Facebook de prank, on reçoit des commentaires d'anglos qui nous écrivent, qui disent Chris, c'est pas l'affaire de clown, ça. Puis là, on est comme, ouais, mais on n'est pas, faut que tu cliques sur l'autre affaire. C'est prank en majuscule, toutes les lettres sont majuscules. Ouais. Mais pour vrai, aller le checker, prank, c'est vraiment un truc qui vaut la peine. Mais je sais que t'as à dire de quoi. En fait, c'est prank, tu disais que t'es une des 9 personnes, pis c'est vrai, il a pas fonctionné en salle ici, il y a pas grand monde qui l'ont vu, mais à l'international, avec le budget que le film a eu, puis tu sais, le festival qu'il a fait, il y a eu quand même un rayonnement, puis il a gagné le prix Gilles Carle du premier au meilleur deuxième film au rendez-vous. Fait que tu sais, ça nous a quand même mis un peu dans une bonne posture pour finalement faire les barbares de la Malbaie. Ouais. Puis c'est là en fait que c'est pas mal. On a réuni le band. On a réuni le band, on a fait Boys Blues. Le Boys Blues. Blues Band. On l'a réuni. On est parti sur la route. Puis ça a été un autre échec. Puis c'est ça, avec Vincent qui est revenu, qui déteste le hockey, qui connaît. C'est vrai? Oh, il haït ça. Il haït ça. Je pense qu'il méprise le hockey. Pour vrai, c'est même pas pourquoi c'était je pense que ça l'intéresse juste pas, c'est pas quelque chose. Non, mais pourquoi ça a été possible d'abord qu'il fasse le film dans le fond? Est-ce que le film il tentait quand même? Parce que le film est pas sur le hockey tant que ça. Le film est sur les rêves brisés, sur les relations de famille même, sur les modèles masculins, tu sais. Nous, on est des fans de hockey. À différentes échelles, tu sais, Marc-Antoine est un gros fan. Moi, j'étais un late bloomer, là, je m'intéresse au sport. C'est un peu triste à quel point je suis fan. Ouais. C'est un peu triste. Tu parles à la bonne personne. Le hockey c'est sauvé et ruiné ma vie, je dis souvent. Mais preaching to the choir. Lui, Eric est un peu Monsieur Baseball. Là. Non, je pointe ton portefeuille là, qui est des Mets. Ouais, des Mets. Je regardais dans le coin, j'étais comme, Monsieur Baseball. Monsieur Baseball. Ah ouais, en punition. Mais non, mais donc bref, c'est comme ça que ça a fait que de fil en aiguille, c'est comme si là, avec Prank, ça a comme pour des producteurs. D'ailleurs, je t'ai vu dire le mot rayonnement, puis ça, c'est tout à ton honneur. Ça paraît que t'es dans le business depuis longtemps. Écoute. Mais, ça, si tu rejoins des joueurs de hockey ici, des fois, t'as pas. Le mot rayonnement, première fois, là. Faut pas frapper dans la face. En 4 ans. Mais non, ça fait que ça vous a permis de, pièce par pièce. C'est le dernier morceau en fait qui a fait qu'on a financé le film assez rapidement quand ça s'est placé. Puis c'était juste comme naturel de faire un deuxième film après ça, après Prank avec ce même groupe-là, parce qu'il y a un troisième scénariste qui s'est greffé aussi au fur et à Alexandre Auger pour le nommer, qui est venu comme mettre une espèce de couche d'extraordinaire sur le truc qui manquait. Puis après ça, il y a eu Vincent, puis après ça, ça a juste fait, bon, ben voilà, c'est beau. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui connaîtrait pas ça se demanderait, est-ce que financer un film de hockey au Québec, c'est facile dans le sens que, alors, si tu veux faire un film de hockey, tu vas avoir du financement au Québec, mettre du hockey dedans, ils vont le financer. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais non. Non. Mais en fait, je pense que la SODEC, les institutions s'en foutent un peu de c'est quoi. Le sujet. Même le sujet, tu sais, mais en fait, ils s'en foutent. Tu sais, tu peux arriver même, je le sais parce qu'on l'a fait, là, mais tu peux avoir fait, mettons, De Père en flic 2, puis arriver avec un prochain film, puis tu sais, ils regardent pas la carrière qu'a eu ton... Tu sais, ils se basent sur le projet que t'amènes. C'est ça. Non, même pas les chiffres. Ils se basent sur le projet que t'amènes. Est-ce que ça les fait, tu sais, triper? Ah, OK. Puis c'est vraiment... dire l'inverse. Je pensais que tu me dire c'est qui le réel, c'est quoi les chiffres du dernier film. Ah, ben d'abord, c'est plus positif, non? Ben, ça dépend. Ça dépend, ouais. Quoi qu'en même temps, tu me dis que t'as eu les barbares parce que t'as eu Prank, fait. Ben, dans le sens que ça nous mettait en bonne position, mais si le projet, il l'avait pas aimé, il aurait pas été financé. Dans le sens que ce soit du hockey ou pas, ça aurait rien changé. Tu sais, le scénario, on l'écrivait depuis 2009. Il y a Alexandre qui est arrivé, qui est super talentueux aussi. On écrit souvent ensemble. Je pense que quand on l'a déposé, le scénario était quand même travaillé, puis il était réfléchi, il était prêt. C'est un projet qu'on a, tu sais, fait que le projet, il était bon à la base. Après, le hockey, c'est sûr que c'est un petit plus. Ça fait un petit, ben, c'est pas plate parce que ça peut intéresser les gens puis amener un public. Ouais. Je pense pas que tu finances un film juste parce qu'il y a du hockey. Non, surtout, en fait, tu le finances même moins s'il y a du hockey. Il y en a tellement eu que même c'est comme, hey, bonne chance pour amener genre un angle nouveau à ce sport-là. Puis nous, je pense que l'angle qui est nouveau, justement, c'est qu'on n'est pas ça glace pratiquement pas du film, les boys, en fait. de ce côté-là. Là. Puis ben, c'est comme ça revient à ce que tu disais tantôt au début, tu sais. C'est pas nécessairement un podcast qui parle de hockey, mais ça parle de l'univers du hockey. Puis ce film-là, c'est exactement ça. T'sais, il y a un peu de hockey, oui, mais ça parle des gens qui habitent
l'univers du hockey, qu'il soit professionnel, amateur ou même pas amateur. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui était intéressant dans le projet. C'était pas nécessairement que ce soit du hockey, mais que ce soit dans un univers des personnages qu'on explorait. Tu sais. Ouais. Fait que le hockey, ça devient comme un prétexte pour une conversation. Exact. Comme le podcast ou pour ce film-là. Tu sais. Exact. Puis à la base, là, juste donner parce que je vais te demander d'où vient le film, juste pour les gens qui l'écoutent puis qui l'ont pas encore vu. C'est l'histoire d'un, j'allais dire un has-been, mais Never Was, en fait, là. C'est plus un Never Was, ouais. C'est-à-dire un gars qui était repêché. Quasi Was. Un gars qui était repêché en deuxième ronde par les Panthers, joué par Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, que certains connaissent de Like Moi. Il est humoriste également, et qui, c'est drôle parce que moi je le connais dans la vie, puis son coup de patin n'est pas celui du Castelor, de la doublure, mais et qui joue dans une équipe qu'on pourrait qualifier de semi-pro, là, si je me trompe pas. L'inspiration, c'est comme la LNAH. Ouais, la Ligue nord-américaine, qui s'appelait la Ligue semi-pro avant, qui s'appelle la Ligue nord-américaine. C'était ça. Donc il joue à la Malbaie et qui est vraiment là un déchet alcoolique, toujours danseuse, tout ça, et qui traîne avec lui. Ou en fait, c'est plus l'autre qui le traîne, mais son cousin de 16 ans, qui a constamment l'air en phase terminale du sida dans les années 80. Je sais pas c'est couleur. L'inspiration Philadelphie. Oui, c'est ça. Mais on salue Tomax. Et son petit cousin de 16 ans qui s'occupe de lui avec son bazou, qui le traîne à droite à gauche, puis qui l'a un peu en admiration parce qu'il a déjà joué en national, puis il vient d'une famille de losers, puis il se dit c'est le seul qui a déjà fait quelque chose. Et qui se dit même moi je veux devenir agent, puis c'est un genre de buff, un geek il lit là-dessus, et il dit moi je veux être l'agent de ce gars-là, et là l'équipe pour laquelle joue le personnage s'appelle Yves Tanguay, là appelé un gars en bas de 40 ans, Yves, chapeau les gars. Et donc ils se rendent en finale du championnat canadien, puis là ils se rendent sur un genre de road trip jusqu'à Thunder Bay. Parce que si tu as un endroit à aller dans ta vie en char, Thunder Bay. Visiblement, vous êtes jamais allé. On est allé en repérage. On a fait le même road trip que les personnages. Ouais. Puis c'est le pire road trip de ma vie. Ouais. J'ai été avec la tournée parce que avec Catherine Levac. À Thunder Bay? Ah ouais, pas juste Thunder Bay, le nord d'Ontario. C'est ça, mais elle, on a vu des choses. Mais le pire, c'est que tu fais oui, parce qu'elle est connue là-bas. Non. Entendre quelqu'un à table d'à côté de toi au café dire c'est quoi le show à soir? Parce qu'on y va, puis qui? Nous me connaît pas. Puis tu sais, on est à table à côté. C'est malade. C'est pas une superstar. C'était à Capusquet. C'est tout le nord qu'on a fait. Bref. Et donc. C'est rough là-bas. Ouais, ben c'est Thunder Bay, c'est pas là qu'elle vient. Non, c'est Timmins qu'elle vient. On va l'appeler. Shania Twain. Anyway. Oui, on a dormi à Timmins d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. En plus, il y avait des pancartes, genre, puis des restos, avec des affiches de il y a là, Shania, puis après ça, quand t'arrives à Hearst, la ville est comme sponsorisée par Claude Giroux avec des méga panneaux. Je capotais ma crise. Mais Hearst, ça parle vraiment français. Oui! Alors que Timmins, pas tant. Non. Mais c'est ça, à Hearst, on a vu qu'il y avait une espèce de petit cinéma, ça Main. Ouais. Fait que là, on a comme fait, on est des geeks aussi de cinéma. Fait que là, on frappe. Mais là, c'est un club vidéo. Là, on est comme, hey, hi, we come from Montreal and we like cinéma. Elle fait comme, tu peux me parler en français? On est comme, fuck! Des graines. Je pense que Claude Julien vient de Hearst aussi, si je me trompe pas. Ça se peut. Mais bref, ça pour dire, donc, il se rend jusqu'à Thunder Bay, puis c'est un peu comme le journey à la fois du jeune de 16 ans qui veut donner l'argent et du déchet qui est son faire son comeback. Qui lui dit faire son comeback là, dans le semi-pro, c'est quand même assez drôle de dire qu'il fait son comeback. Puis et donc c'est ça, et puis donc ça c'est c'est l'espèce de synopsis. Ouais. Maintenant d'où est venue l'idée, tu sais, genre n'importe qui vient du Québec qui est un fan souvent se dit moi aussi je veux écrire un film de hockey, tu sais, c'est un peu le rêve. Clairement que ça fait une dizaine d'années, fait que ça a commencé avec I guess ça a commencé comme ça, mais d'où est partie l'idée? Et pourquoi cet univers-là? Je me souviens même plus, honnêtement. Je pense que c'est une idée que j'avais eue puis que j'étais allé te voir quand t'étais chez toi. Yes. Et quand je sortais pas de la maison. Quand je sortais pas de la maison. Puis c'était vraiment une image juste d'un quelqu'un qui avait comme un rêve puis qui avait le talent pour accéder à la Ligue nationale, mais que par ses choix puis par même il y avait l'idée de la blessure à ce moment-là, peut pas y arriver. Puis je sais pas si je me trompe, mais c'est en quelle année que Pacioretty s'était fait ramasser par Chara? Ça fait déjà un petit temps là. Ouais, ça devait tourner autour de ces années-là. Ouais, ça pouvait ça, puis il me semble que c'était ça qui m'avait fait comme hey le gars, tu sais, ça se pouvait que sa carrière soit brisée à ce moment-là. Puis ça se pouvait que genre que ce soit il est revenu pas longtemps après, mais tu sais ça nous a quand même donné l'idée de hey ça tient pas à grand-chose des fois tes rêves, puis à un moment donné des fois juste une couple de mauvaises décisions. Puis j'en ai parlé à Marc-Antoine qui était un bien plus grand fan que moi à cette époque-là. Tu sais, moi je suis vraiment arrivé late dans la game, dans le fandom du hockey parce que
je suis arrivé, puis tu sais, mon père essayait de m'intéresser quand j'étais jeune au sport, puis j'embarquais pas vraiment. Puis à un moment donné, ça a été les poules de hockey qui m'ont fait genre triper embarquer, ouais, qui m'ont fait embarquer. Puis j'ai commencé genre à l'université à faire des poules de hockey. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus au sport, alors que mon père a essayé pendant tellement d'années. Puis c'est aussi là que arbitrairement tu as choisi Marc une équipe. Ouais. Marc Robitaille. Marc Robitaille. On le salue encore. Oui, mais continue. Non, je disais que c'est là que tu as aussi arbitrairement choisi une équipe préférée. Ouais, c'est là que j'ai choisi les Sharks comme mon équipe préférée parce que j'avais Joe Thornton dans mes poules, puis j'avais aussi... C'était déjà tard pour choisir les Sharks. Ouais, ben écoute... Mais c'est en quelle année? Ben c'était en 2000... Genre 10 ans, là. Ouais, ça fait genre 12 ans, là. 10-12 ans, ouais. Je prenais genre, j'avais Marlowe, puis j'avais Thornton dans mon team, puis je capotais. Puis j'avais vraiment je me rappelle plus c'était qui le goaler aussi à cette époque-là. Dans ce temps-là, c'était pas Nabokov? Non. Non, c'était pas Nabokov. C'était plus Nabokov. En tout cas, whatever. J'aimais Niemi? Oui, c'était Niemi. Dans ce temps-là. Ouais, exact, c'était Niemi. Après, j'ai décidé que c'était mon équipe, puis j'ai capoté cette équipe-là. Bref, en tout cas, pour revenir fait que j'ai approché Marc-Antoine, puis après ça, on a commencé à développer le scénario ensemble de cette idée-là. Ouais. Puis c'est là qu'est venue l'idée du road trip qu'on a fait ensemble. Puis du comeback, puis tout ça. Ben là, oui, j'ai checké, c'est 2011. C'est ça que je checkais. C'est 2011, Patch Early. C'est mars 2011. C'est ça. On a commencé en 2010 à développer le truc. On l'a déposé au Conseil des arts, blablabla. Puis là, plus on avançait, quand ça s'est arrivé, ça a comme refocalisé. Je me rappelle, on l'avait mis dans notre demande on a dans notre demande de dépôt, en fait. Notre demande de financement pour avoir des sous pour écrire. On parlait de cet événement-là, puis tu essaies de vendre ton projet puis de parler de quoi ça va avoir l'air. Fait que ce qui t'allumait, c'était l'espèce de potentiel déchu un peu? Ou... Ben, c'est vite venu en parlant avec Marc-Antoine, c'est aussi venu un peu sur ces dudes, tu sais, même sur ta famille, puis des fois ces dudes-là que tu as en admiration, mais que tu sais, c'est ta famille, puis à un moment donné, tu te dis que tu perds les illusions un moment donné là, par rapport à ces gens-là, puis que tu fais comment finalement c'est un tas de marde, hein, tu sais, puis c'est toute cette c'était ça qui nous a intéressés en fait, puis c'est devenu vraiment genre la quête d'un jeune, puis un film qui nous a gros inspiré par rapport à ça, puis c'était The Squid and the Whale, que Marc-Antoine avait full aimé, puis qui m'a dit va voir ça, puis que j'étais allé le voir, puis j'ai vraiment capoté. Puis c'est beaucoup ça, c'est vraiment un jeune qui réalise que son père a tellement une influence néfaste sur lui, puis qu'il faut qu'il s'en distancie pour arriver genre puis devenir un homme en fait. Puis c'était ça qui nous a intéressés, puis c'est pas mal basé là-dessus, puis d'autres films on avait vu aussi, t'avais vu Honky Tonk Man à ce moment-là. Oui, de Clint Eastwood, il part en voyage avec un petit gars qui ramasse dans une maison en plein c'était dans le Dust Bowl aux États-Unis quand il y a eu une espèce de grosse tempête qui a duré des années là, qui a fait que les fermes disparaissaient puis tout ça. Lui c'est un vieux country boy là qui s'en va. Il veut aller enregistrer son premier disque à Nashville, puis il s'arrête là-bas parce qu'il fait un accident, je me souviens plus trop. Puis il embarque le petit gars, puis ils partent en road trip comme ça. Puis c'était comme ça, c'est des films comme ça qui ont comme un peu shapé la construction du récit. C'est cool parce que j'aurais cru vous demander genre c'était quoi vos films de hockey références, mais c'était pas des films de hockey du tout. C'est ça non, pas en tout. Non, parce que de toute façon les films de c'est ça qui est plate si tu fais un film de hockey, c'est justement que ça ressemble trop aux autres films de hockey. C'est tout le temps la même formule. Je sais que moi j'aime beaucoup les films de sport quand même, mais j'avais envie quand même d'essayer de quoi d'un peu différent. Puis Eric aussi. Vous vouliez pas finir avec une scène que c'est un tir de punition au ralenti? Ben, peut-être pour un prochain, peut-être pour Barbare avec 2 S, tu sais, pour Barbare 2. Quand le personnage est replacé. Exact, c'est ça. Là, il a plus mal au cou, puis là, il est de retour avec les Panthers. Ouais, c'est ça. Folie réelle. Réaliste. On skip genre un bon 5 ans. Il est fucking Non, il est dans la ligue, là. Il est dans la ligue. On part de là. Il est dans la ligue. Il fait son comeback à 39 ans, après une absence de 12 ans. On va vendre des punchs, là, mais peut-être, mais au pire, je sais pas, on s'en fout. C'est pas si grave que ça. Mais on voulait pas, justement, qu'il réussisse à la fin, C'était pas un objectif, c'était comme... qu'il est presque pas le personnage principal. Non, exact. C'est le kid. C'est l'ado. Puis, y a-t-il des films de hockey qui vous... Vous, c'était quoi vos films de hockey que vous aimiez Ben, en fait, y en a-tu que vous aimiez des films de hockey que vous avez marqué un peu parce que... Sudden Death.
Oui, c'est avec Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est notre classique, ouais. JCVD, ça, c'est notre classique. On a un autre ami qui est vraiment capote sur le hockey, puis c'est notre truc, c'est notre... c'est Jean-Claude, il rencontre Luc Robitaille dans le vestiaire, puis il dit on va les enculer. Ça, t'es comme hey boy, wow, merci Luc Robitaille d'exister. Puis Luc, c'est pas Luc. Non, c'est le doublage c'est la version française qui, je sais pas ce qu'il dit en anglais, j'ai jamais vu en anglais ce film-là. Ça, c'est pas Jean-Claude. Oui, non, il dit ça parce que Jean-Claude c'est comme c'est un pompier. C'est un ambulancier? Je sais. En tout cas, il rend visite. En tout cas, c'est pas un acteur. Non. Non, c'est pas un acteur. J'adore l'eau. Man, c'est ça, c'était un de nos gros classiques. Il y a Slapshot, évidemment, qui est tout le temps... Mais c'est ça, mais j'en parlais l'autre fois sur mon statut parce que sur Facebook. Maudit tes réseaux sociaux. Je suis tellement... Là, j'entends tes followers frémisser. Je suis un influenceur. Je l'ai dit. Mais tu sais, il y a quelque chose de Slapshot. Bon, tu sais, on en parle souvent, genre c'est pas Slapshot. Ouais. C'est pas gras comme Slapshot, mais il y a quelque chose avec Slapshot, c'est que tu sais le doublage québécois est fucking gras, tu sais, puis l'image qu'on a c'est genre plat de cul puis genre mais prends ta retraite de là. mais c'est fucking drôle. Mais à la base, si tu regardes la version originale, tu sais la version originale anglaise, c'est quand même pas un film qui est si gras que ça, puis c'est quand même tu sais genre Paul Newman, c'est un vrai film. Non, mais c'est juste non, mais c'est vrai. C'est un documentaire animalier. Non, mais c'est un documentaire la fille qui l'a écrit parce que oui, ça s'appelle une fille, c'est la sœur d'un gars qui jouait semi-pro puis elle a fait ça a pas de sens. Elle a mis des micros dans les chambres puis elle a écrit un film. Puis Don Cherry a toujours dit, parce que Don Cherry a passé sa vie dans les ligues mineures, il a toujours dit tout ce qui est dans Slapshot est vrai. À part les points du tour au bas, ça fallait aller dans la chambre. C'est la seule affaire. Mais tout ce qui est l'homophobie, whatever, qui était, c'était tout vrai. Puis elle a dit tout ce qui est dans le film, les scènes sont dans le film, que le monde disait, hey, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, c'est tous des scènes qui sont arrivés pendant, je sais pas trop quoi, moi, l'année ou les 2 ans où je les ai suivis. Je les ai toutes mis dans un film, mais les clés, la bataille, ça, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux. Alors, c'était pas autant de la fiction ce que les gens pensaient. Non. Mais, au Québec, la perception du film, c'est qu'il y a un autre loop qui est arrivé à travers, qui est un procédé humoristique, qui est le doublage, qui rend le film ça, mais... c'est comme 2 lectures complètement. Puis nous, en fait, Slapshot, je dirais qu'il a pu nous influencer parce que, tu sais, le ton reste, puis l'image aussi est très gritty, là, quelque chose de bien un peu sale. C'est ça, c'est granuleux. Très 70. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qu'on voulait comme quand on l'a écrit, puis c'est avec ce genre de low life, là, un peu, là, c'est ce genre de dude, là, un peu... peu fréquentable. Fait que tu sais, il y avait toute cette esthétique-là aussi qu'on voulait, mais même dans les personnages puis dans le look. Puis tu sais, c'est ce que Vincent a compris aussi parce que... Ouais, non, c'est ça. C'est pas le hockey qui c'est pas les films de hockey qui le passionnent. Non, mais c'est tout l'aspect 70, tu sais, de la patente. Puis Vincent a donné un look aussi très... c'est ça. Puis genre un peu comme granuleux, comme tu disais. Tu sais. Il y a aussi un film qui est pas un film de hockey, malheureusement, mais qu'on partage vraiment, pour lequel on a une passion dévorante, là, c'est Moneyball. Ouais, Moneyball. Qui est extraordinaire, puis que je regarde à peu près une fois par mois. Là. Ouais. C'est des films... Le pire, c'est qu'on parlait de livres tantôt. Ouais. Ça, c'en est un que... c'est un autre livre, ça. C'en est un que le livre et le film ont peut-être frappé le jackpot. Donc, oui, mais mais juste pour dire que c'est des films comme ça qui viennent plus par la bande t'inspirer. Tu sais, parce que c'est clairement... tu dis nommer un personnage Yves en bas de 30 ans, mais moi, j'ai un oncle qui jouait au hockey quand il était petit, puis son prénom c'est Yves. Okay. C'est des trucs de même que, tu sais, le kid aussi, Jean-Philippe dans le film, celui qui, tu sais, il sait pas patiner, mais il tripe sur le hockey, mais moi je sais pas patiner. Ouais. Tu lui ressembles physiquement, c'est comme super. Oui, je suis aussi en phase terminale depuis à peu près 4-5 ans. Le comédien, je sais pas ce que son nom. C'est Justin, l'adolescent. Ouais. Justin Lérol Bouchard. Ouais, qui est excellent, qui n'est dans sa face n'est pas semblé un jeune Jay Baruchel. C'est vrai, il y a un petit peu. Pas faux. Un petit look. Une espèce de branche séchée qui est sur le bord de casser. Ouais, comme chétif. Puis on parlait tantôt de doublage puis de Slapshot. Puis un film parce que j'oublie, mais un film qui a eu le même effet, Goon. Moi, j'ai vu la première fois j'ai vu Goon en anglais, j'étais comme ok. Ouais. Ok, mais encore. Puis quand je l'ai revu en doublé, je fais ok. C'est ça que j'ai manqué la première fois. Mais le film prend plus de sens doublé. Puis quand j'ai vu le 2, j'ai juste été le voir directement. En français? Ouais, parce que il était là, la salle. Mais c'est ce qu'on a réussi ici, en fait, avec ces films-là. C'est l'espèce de couche. Parce que les doublages, quand tu regardes d'autres films, c'est pas tout le temps heureux, là. C'est un peu chiant. Mais dans ces films-là, c'est ce qu'on réussit bien ici. C'est que ça fait tellement partie de nos gènes. Ouais. Puis t'as tout le temps un cousin, un oncle, un frère, une sœur, une voisine qui est là-dedans.
que c'est même tu peux pas rater le doublage, ça va juste être meilleur. C'est ça qui est fou. C'est quoi que t'aimais vraiment de Moneyball, que tu dis ça c'est l'ingrédient qui fait que... C'est l'incroyable passion de ce monde-là pour un sport qui dépasse l'espèce de cliché qu'on a. T'sais, ce qu'on a des gens qui aiment le sport comme cliché, c'est que c'est des gars de sofa, puis ils sont un peu empâtés, quoique on est un peu empâtés. Oui. Bref, c'est des un gars podcast, on le voit pas ça. Non, c'est ça. Non, on est vraiment cote. Puis non, mais tu sais, c'est comme c'est des gros gars qui checkent le football en buvant de la. Mais dans ce film-là, c'est des hommes et des femmes qui sont éduqués, qui sont brillants, qui sont allumés, puis qui se passionnent pour une activité qui est incroyablement stimulante et intellectuellement et physiquement. Ouais. Puis Moneyball, je trouve ça débile mental là-dessus. Tu regardes ça, puis t'as envie de devenir un dépisteur de baseball, alors que ça a l'air d'être chiant comme. Ouais. T'étais assis, tu le regardes soigner, puis t'es comme non, celui-là il frappera pas de balle courbe. Ouais, c'est ça. Mais tu regardes le film, puis c'est insane à quel point ils réussissent à dramatiser cette activité-là. Puis c'est ce qu'on a essayé d'insuffler à... L'intellectualiser aussi, c'est comme une approche plus cérébrale. Alors que je pense que traditionnellement en sport, c'est plus mon oncle. Ouais, c'est ça. C'est au final aussi, c'est une étude de personnages, en fait. Puis tout à fait, complètement. Encore là, c'est un film qui est sur le baseball, évidemment, puis il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a bien des gens aussi qui ont pas nécessairement trippé, qui ont autant fans de baseball, mais qui ont embarqué dans le récit de ce gars-là, qui est une espèce qui est destiné à faire les mauvais choix, puis être un peu comme un perdant, comme sa fille lui chante à la fin. Ça, c'est terrible. Mais tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça qui est intéressant là-dedans, que c'est comme l'univers de ce gars-là, puis son ex-femme, puis tu sais, on est beaucoup là-dedans, puis c'est dramatisé, c'est bien écrit, c'est Sorkin, là, tu sais, fait qu'il y a une histoire à travers ça. Fait que nous autres, c'était ça, c'est de prendre le sport que tellement de monde aime, mais d'y amener de l'humanité, puis d'y amener des émotions, puis de le dramatiser, puis c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Puis comme dans Moneyball, le gars, il gagne pas, tu sais. Ouais. C'est extraordinaire. Ce qu'il fait, il bouleverse, tu sais, le sport lui-même, mais lui, il gagne pas. Ouais. Lui, il est encore à Oakland avec une équipe qui se rend tout le temps au dernier match avant puis il perd. Puis ils n'ont pas de budget. Exact. Puis c'est quelque chose auquel on peut très bien s'identifier dans le cinéma québécois. Où est-ce qu'on n'a pas de budget, puis on fait on fait des belles affaires, mais on est tout le temps comme l'affaire avant de gagner, puis d'être un succès. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai été un peu en cinéma à l'université en année, puis il y a un prof qui parlait de comment ça devait être le seul unique Marcel Jean, monsieur référence au cinéma québécois, puis il semble que c'était lui, en tout cas, je me souviens plus, qui parlait de comment, parce que c'était le rôle du hockey dans le cinéma québécois, puis comme quoi le Québécois est un loser. Ouais. Et comment gagne-t-il à travers le hockey? Ouais. Comment, tu sais, genre, je veux dire, c'est la métaphore de Maurice Richard. Là. Oui, complètement. Du peu le Québécois de comme, on va se faire respecter par les Anglais, on va gagner sa glace. On va marquer des buts. C'est là que le Québécois gagne. Les boys, c'est quoi? C'est des losers qui ensemble, tu sais, c'est tout le temps à travers le hockey. Mais nous, c'est un peu de déconstruire ça, puis que le kid, en fait, c'est... On pense que ça va bien aller, mais parce que à la base, il comprend que son cousin, Mané, va falloir qu'il lâche un peu, puis qu'il fasse sa vie à lui, puis qu'il devienne un homme par lui-même, puis qu'il y a un paquet de belles qualités, il y a un beau futur devant lui, il faut juste que, tu sais, il croit en lui, en fait, il travaille, tu sais, c'est ça. Puis ça, t'es un Vincent Gratton de ça. C'est ça. Faut voir le film. Est-ce que... parce que c'est drôle, en plus, on parlait du semi-pro, tu sais, que je sais pas si vous avez vu passer en plus dans les nouvelles récemment, mais Donald Brashear a été dans les nouvelles parce que Donald Brashear était rendu semi-pro. Puis après, contrairement à votre personnage, il a joué pratiquement 1000 games dans la NHL, mais c'était public et il travaille maintenant au Tim Hortons, puis il reprend sa vie en main. Puis c'est comme un peu, il y a comme des parallèles avec votre histoire qui est un peu dérangeant. Mais même nous, quand on a commencé à écrire le film aussi, il y a un livre qu'on est tombé de... Terry Ryan. Terry Ryan qui Confession of a First Round Nothing. First Round Bust, quelque chose, je l'ai. Ouais, puis c'était exactement ça. C'était un dude qui s'est autodétruit puis qui est rentré. L'avenir était tracé pour lui, c'est un first round pick. Ouais, 6e overall. Pour les Canadiens de Montréal, le gars il mesurait, je sais pas, 6 pieds 3, 6 pieds 4, il se battait, il marquait des buts. L'avenir était tracé pour lui, puis ça a juste chié, tu sais. Ouais. Il y avait pas les skills, il y avait pas l'acharnement nécessaire, il était pas assez assidu dans son travail, puis
tomber dans l'alcool, commence à se battre, commence à faire des niaiseries. Puis c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup inspiré, là, ça c'est clair. Dans le cas de Donald, il a quand même joué longtemps. Lui, je pense que c'est des mauvais choix de fin de carrière. Mais ça, après ça, tu sais, les gens sont beaucoup moqués sur les réseaux sociaux à ce moment-là. C'est comme, Jack, il travaille dans Tim Hortons. Ben, comme, hey man, n'importe qui peut faire une erreur, faire des mauvais placements puis se ramasser là. Puis c'est comme, à la limite, c'est beau de faire, gars, ce gars-là, c'est un humain. Puis ça se peut qu'il se ramasse d'un Tim puis... Il reprend sa vie en main au lieu de... de sombrer dans... Ouais, c'est ça. Parce que justement, il a fait des choix que je pense qu'il j'aurais peut-être pas dû faire ça ou me tenir avec ces personnes-là, mais là, de dire, OK, j'ai l'humilité d'aller prendre un job puis de faire ce que Yves Tanguay ne fait pas. Non, lui, Yves, on le voit même dans le film, tu sais, son frère qui travaille, je sais pas trop, il y a une shop ou whatever, dans le film. Genois à qui j'ai fait de l'impro. Exact. Qui lui propose un travail, puis comme lui, il est stické sur son idée de, non, moi, je suis un joueur de hockey, puis ma place, c'est dans un aréna. Il y a le même point de vue que les gens qui se moquent de Brashear, en fait. Ouais, c'est comme, non, moi, je suis au-dessus de ça parce que j'ai été ça. As-tu été à la Coupe Memorial, toi? Ouais, ça vient. C'est ça. Il dit ça à son frère. J'ai un ami. Je sais pas si son frère sait c'est quoi, Coupe Memorial. J'ai un ami qui a vu le film. Puis tu sais, dans le film, Yves, il répète souvent, genre, j'étais deuxième choix, répété deuxième ronde au repêchage, tu parlais Panthers, puis un ami m'a dit juste, si j'avais hâte qu'il fasse sa gueule avec ça, puis qu'il décroche. Ouais, c'est vraiment mon ami Sam, qui a tout le temps un take ben spécial. Down to earth sur les films. J'aime ça. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai reçu le producteur des Boys récemment, puis on parlait là de comment la tune d'Éric Lapointe des Boys est venue à naître. Puis là, j'écoute votre film, puis là, je suis comme, on s'en tire pas. Marie Stone, qui est comme la trame, la tune du personnage, qui est comme un très bon choix. Puis là, je suis comme, Éric est pas en train de pisser dans son main. Puis, j'étais comme, écoute, il y a une constante des films de hockey québécois, Éric Lapointe. Ouais. Ma question était, est-ce que Éric, vous l'aviez approché pour ça ou ça? Oh shit! On va commencer. Je vais te laisser raconter après. Il y a toujours une bonne histoire. Celle-là est pas pire. Ça, c'est assez malade. En fait, Éric Lapointe, TQR avait rien à voir avec le scénario, sauf pour la dernière ligne du scénario, quand on l'avait écrit dans les premières versions. Puis, le film se terminait, puis le personnage de Jean-Philippe, il partait sur la route en voiture tout seul, ce qu'on voit plus nécessairement dans le film. Puis, ce qu'on avait écrit, c'est que à ce moment-là, Terre Promise se met à jouer dans tous les cinémas vides du Québec. Puis là, c'était comme poussé par le vent, blablabla, la bohème. Là. Mais Éric, il y a quelque chose que, tu sais, quand tu parles de ce monde-là, qui est tu sais, comme une certaine type de personne, un peu région, une culture, une sous-culture. Sous-culture, puis tu sais, ça reste les boys, c'est ça aussi, ligue de garage, tu sais, gars, masculinité, bière, émotion exacerbée, tu sais, il y a quelque chose le mot toton. Il y a quelque chose de, tu sais, qui parle à ces gens-là. Il y a quand même il y a un public qui le suit puis qui continue de le défendre, c'est pas pour rien, tu sais, les gens, je pense, ils l'ont aimé, puis ils représentent pour eux un gars qui est resté comme il était, tu sais, puis qui est vrai, puis qui est vrai. Puis les gens, je pense qu'il est resté comme il était. Oh, parce que oui. Il est stock. Il est stock une bonne et une mauvaise chose. Je pense pas qu'il boit moins qu'il buvait. Ben, il était supposé, il arrêtait un moment, puis finalement, c'est comme revenu, mais c'est que c'est un être autodestructeur que je pense que ces gens-là peuvent se reconnaître, puis nous, ça avait rapport avec le film, puis quand on l'a mis dans le film, il n'y avait pas encore eu les accusations qui pèsent sur lui en ce moment. Mais on l'avait approché, en fait, c'est ça, parce que il était dans le film, il y avait Marie Stone qui revenait 2 fois dans le film parce que c'est comme la tune préférée de Yves, notre personnage. Exact. Puis à la fin, on voulait faire peut-être une version acoustique de Terre Promise. On était comme, ça serait nice si Éric pouvait, genre, reprendre Terre Promise. Puis ça faisait 20 ans, je pense, que la tune était sortie. C'est 20 ans, exactement. 20 ans, ou peut-être même 25 ans. Peut-être 25. Peut-être 25 ou en tout cas. Il y a un anniversaire. Il y a un anniversaire de Terre Promise, de son premier album. Anniversaire de Terre Promise continue. mais on était à un visionnement, un montage. Ouais. Puis là, on est sorti du montage. Puis on a comme fait, hey Chris, il me semble que cette toune-là, si on pouvait la mettre acoustique, ça fitterait avec l'esthétique du film. Puis là, Éric... Moi, je sais que j'habitais avant dans Centre-Sud, puis j'ai encore un ami qui est là, puis le fameux bistrot de la Rivière, sur la rivière, c'est un peu la maison d'Éric Lapointe. C'est le quartier général. C'est le quartier général. Il est souvent là, en fait. Puis genre, mais il y a trop d'anecdotes avec Éric. Je sais pas si je peux rentrer dans tout parce que ça va nous faire dévier du sujet.
sujet, mais oui, c'est un podcast, c'est pour ça qu'on est. J'avais déjà été au bistrot de la Rivière avec ma copine, on y allait souvent, c'est un resto qu'on aime beaucoup, puis c'est une belle place. Puis on le voyait souvent, puis un moment donné, ma blonde, elle aime pas le fromage de chèvre, elle a quelque chose de bien spécial avec le fromage de chèvre. Fait qu'ils ont une bavette là-bas qui peuvent te servir avec un fromage, mettons. Puis là, elle a pris du brie. Puis là, l'assiette arrive et là, c'est du fromage de chèvre. Fait que là, comme, je le mangerai pas. Et il y avait Eric, deux places à côté de nous autres, qui lui avait terminé de manger son repas. Le gars, il fait, t'as peur. Il a pris l'assiette, puis il est allé demander à Eric, il dit, tiens, tu veux-tu une autre assiette? Parce que elle mangera pas. Fait qu'il avait mangé dans l'assiette de ma copine. Aussi, un gars qui a faim, Eric. Puis bref, fait que là, je suis comme, il se tient là, je le sais, je l'ai déjà vu. Il est à ce place-là. Fait qu'on fait comme, hey, gars, on va aller souper aller souper là-bas. Puis si on le croise, on va lui demander. Fait que là, on a traversé la ville. Ouais. On était dans le Myland. On est allé souper. Dans Hochelaga. Non, c'est pas Hochelaga, c'est Centre-Sud. On est allé au bistrot de la Rivière. Puis là, le souper se passe, on finit, puis on est sur le bord de prendre nos desserts. Puis Eric il est pas là. Mais non, il est pas là. On commande un dernier drink. Et il passe la porte. Il est vraiment rentré dans le resto à ce moment-là avec deux chums. Un Suisse. Ouais. Un Suisse qui coach. Un Suisse qui coach en Suisse. Je pense que je sais en plus. Tu sais c'est qui? C'est pas un Québécois? Non, c'est un Suisse. Okay. Parce que moi, j'ai croisé Eric au bordel puis il était avec un Keb qui coach en Europe. Oh, shit, c'est peut-être lui. Mais il y avait comme un accent. À quel point il peut avoir 15 chums qui coachent. Ouais, c'est vrai. Ça doit être lui. Puis il s'assoit dans le fond, qui est sa place. Là. Je pense qu'il y a réserve pour lui. Puis on est comme oh shit. On est avec le producteur, Vincent, on est les trois scénaristes. C'est le destin. On est comme faut que quelqu'un aille y parler. Fait que notre producteur, il fait qui est marocain. C'est un producteur marocain. J'aurais pas envoyé un marocain par la soirée. Écoute, il est allé s'asseoir. Il s'assoit. Nous autres, on est comme bon, tu sais, il va y parler 2 secondes puis il va revenir. Puis il s'assoit avec Eric puis sa gang. Il commence à jaser. Puis là, ça fait un bon 10-15 minutes. Puis il fait assis-toi. Puis là, il commence à jaser. Puis on est comme, oh shit, les affaires se passent en man. J'aurais pas pensé qu'Eric bonderait avec un Marocain. C'est pour ça que je l'aurais envoyé. Mais visiblement, c'était le secret. C'était ça qu'il fallait. La sauce, c'est lui le secret, c'est Annie. En fait, Annie était comme, je vais pas tout de suite lui demander, genre, pour la version acoustique. Je vais faire un peu le saucer un peu. À minute qu'il est arrivé là, Eric a fait, toi, t'as quelque chose à me demander. Il a fait, non, mais demande-moi-les tout de suite, puis après ça, on jasera. Fait que là, tout de suite, il est rentré dans le vif du sujet. Bing. On fait un film, on aimerait ça, ça parle de hockey. Il y a un personnage qui trippe sur toi, qui est sur ta toune. Il finit par, on avait une bande-annonce. Début de bande-annonce. Il monte ça. Avec Marie Stone dedans. Avec là, il était venu s'asseoir avec nous autres, il nous a payé des shots. Il était parti sur une chire. Puis là, il regardait la bande-annonce. C'est un petit téléphone. C'est un petit téléphone avec Marie Stone. Puis là, il riait. Là, il riait, trouvait ça nice. Puis tu sais, il y avait tous les comédiens, parce qu'il y a quand même une belle brochette de comédiens dans le film. Il est comme, c'est bon, ça. Tu sais, on voyait qu'il embarquait, puis il commençait à triper, là. Plus qu'il buvait. Shit, on vient d'avoir l'idée, genre, 2 heures, 3 heures, genre, d'avoir une tourne à la fin, puis on est déjà en train de parler à... Puis là, il prend des breaks cigarettes avec le producteur, fait qu'ils s'en vont, ils vont fumer. À chaque fois qu'ils rentrent, ils se replacent les culottes, puis il fait comme, tabarnak avec les gars, là. Je pense que c'est le 25e anniversaire. Il dit, ça fait 25 ans que je l'ai fait, cette tourne-là. On va en faire un... Chris, on y va dessus. On va monter dans mon studio, on va taper. On va faire au piano. Le soir même. Là, on était comme, ouais. Puis on a peur, deuxièmement. Crissement, je vais juste me micer, je vais me mettre au piano, on va taper tout de suite, puis après ça va faire le tour de toutes les radios. Mais le réal, d'ailleurs, c'est pendant qu'il fumait. Dans un autre break cigarette. Pendant qu'il fume dehors, Eric fait comme, je la vois vraiment au piano, tout seul, ma voix, puis il commence à y chanter d'en face. Terre promise. Terre promise, a cappella. A cappella, sur le trottoir. Sur le trottoir devant le bistrot La Rivière. Puis le réalisateur Vincent, il est comme, j'avais quasiment une larme aux yeux. Non, mais il y a crissement du talent, ce gars-là, tu sais. Puis oui, pour vrai. Nous autres, on l'aime, tu sais, c'est pas ironique, là. Il y a vraiment comme, moi, j'aime sa musique, puis j'aime ce qu'il fait. T'es pas hipster dans ton amour de... Non, je respecte, tu sais, le gars, puis écoute, il a des... Tu respectes le gars, Eric? Il a fait des mauvais choix, mais après, tu sais, je respecte son œuvre, en fait. Tout à fait. Puis c'est ça, fait que puis là, mais tu sais, il était chaud d'ail un peu cette soirée-là. Chaud d'ail? Éric Lapointe, chaud d'ail? Retire immédiatement tes paroles. Là, ses amis font comme, tu sais, ils payaient de la bière, parce qu'on on voulait payer du vin, tu sais, on voulait continuer cette soirée-là. Nous autres, on voulait close le fucking deal. Exact. Puis à un moment donné, on fait, non, il faut qu'il arrête, puis...
Fait que là, il a juste donné son numéro de téléphone, je pense, notre producteur. Ouais. Puis on est comme, oh shit, ça s'est bien passé. Puis finalement, zéro nouvelle. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Zéro nouvelle. Zéro. Fuck all. Zéro de mort. Il nous a jamais répondu. Puis là, on fait comme, bon, ben, on oublie ça. On mettra pas Terre promise à la fin. On va garder Mary Stone. Puis le next thing you know, maintenant, quand on est sur le bord, le film... La semaine qu'on finit le film, tu sais, qu'on fait que la copie 0 sort, là, ce qui est la première cassette. La première cassette. Ben, genre, là, les journaux, ça sort, qui était accusé, puis tout ça. Puis on est comme, oh! Ah ouais, ok, à ce moment-là. Okay. Oui, mais tu sais, puis notre promo, t'es avec ça, là, notre promo, c'était la toune, puis c'était Mary Stone, les spots télé, c'était supposé être ça, tu sais, la bande-annonce qui jouait dans le cinéma, puis maintenant, on était comme, shit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Puis au final, ben, je pense que les gens, comprennent qu'ils ils font la part des choses, c'est ça. Mais est-ce que vous l'aviez relancé, Eric? Ouais, plusieurs fois, il avait écrit, mais tu sais, je pense que c'est une affaire de bulle qui était comme chaude à une soirée, il nous jasait, il trouvait ça le fun, mais Mané. En fait, c'est aussi qu'il nous disait que, en fait, je pense qu'ils l'ont parlé, puis je pense que Mané, il était sur le bord d'avoir peut-être un deal qui se parle, mais c'est que je pense qu'il n'y a plus les droits de ces affaires-là. Les droits appartiennent comme à l'ancienne compagnie de disques ou, tu sais, quand t'es en début de carrière puis tu signes mal tes affaires, là. Il y a quelque chose de, tu sais, il fallait payer comme des droits, puis lui, il avait juste comme... Il avait pas accès. Il pouvait pas faire, je vous la laisse, puis à un moment donné, je pense que ceux qui avaient les droits nous demandaient des prix qui avaient pas de crise de bon sens. OK. Fait que ça a chié. Mais ça a chié pour j'aime le processus créatif de on veut une tonne d'Éric, où est-ce qu'Éric mange, on va manger là. Éric rentre, on envoie notre ami marocain y parler. Tu sais, genre tout le processus derrière ça est quand même assez. Puis au final, vous avez peut-être pas eu la tonne, mais vous avez eu vraiment mieux. Man, une solide soirée là. La fois que tu vas compter à tes enfants plus tard la brosse que j'ai pris avec Eric, la fois que j'ai pris une brosse avec Eric Lapointe, ils vont dire qui? C'était tellement magique. Pour vrai, quand il est rentré dans, tu sais, ça, je vais m'en rappeler, là. Quand il est rentré dans le resto, là, puis en plus, c'était moi qui vouchait pour, on va aller à cette place-là, parce que je sais qu'il se tient là, puis les autres, t'es comme, voyons, tu sais, il est pas tout le temps là, à ce point-là. Je suis comme, non, il est tout le temps là. Tu sais, c'était comme sur mon honneur, puis quand il est rentré, j'étais comme, nice! J'avais raison! Ça a tout racheté. Je l'ai croisé cet été au bordel. Il était sur... parce que le gérant du bordel m'a dit « Hey, il y a un gars qui coach en Europe, tu vas le faire ton podcast. Non, je serais te le présenter. » Je suis comme « OK. » Il me le présente ça, mais je réalise pas qu'il est à la même table qu'Éric, parce que je regarde juste une personne à la fois. Puis là, pour ça, je fais comme « Ah si. » Puis là... Parce que puis Eric, c'est fou comment il était exactement ce que tu penses qu'il va être. La petite laisse de cuir avec rien en dessous, il est parfait. Puis genre, puis là, je suis comme « Ah, allô. » Puis mais je parle au gars, finalement, puis il prend, je pense, ses coordonnées, puis je retourne chez nous, puis je suis comme, moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Je rencontre souvent les mêmes personnes, puis comme, beaucoup de gens sont vraiment insultés parce que comme, on se parle chaque semaine, je me dis, excuse-moi. Tu sais, c'est vraiment, des gars-là, toi. Ouais, vraiment, là, tu sais, genre, il y a des gens qui font, la fois que tu m'as pas reconnu, Chris, je suis vraiment désolé, mais tu sais, je sais pas. Si t'es pas relié au hockey, je pourrais jamais me souvenir de toi, tu sais. C'est pour ça que toi pis ta mère, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est chambranlant. Je l'appelle Shane Corson. Puis je retourne chez nous, puis moi, je suis comme, j'ai-tu rencontré Rick, puis je m'en souviens, tu sais, ça se peut dans des affaires où tu te croises, des affaires de, j'ai-tu rencontré, je pense pas, puis je reviens chez nous, puis là, je brosse une dent, puis là, ça me revient, je fais, ah, c'est ça, je l'ai pas rencontré, mais dans les gigs qu'on fait dans une carrière pour gagner son pain, c'est drôlement dit, là, mais pour gagner sa croûte. Gagner le pain d'Éric, ça? Ouais, c'est ça. J'avais fait des capsules, genre c'était une émission animée par Sonia Benezra, ça c'était une autre affaire que j'envoie sur un réseau 95. Ouais, non, en plus genre il y a, je sais pas si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, dans les 2 dernières années. Puis c'était je pense que c'était genre un producteur de TV qui m'avait vu à la première de Catherine Levac en première partie qui avait dit puis ça j'ai su ça par d'autres mondes, c'est même pas par lui, parce que bref, lui devrait faire, il y avait une émission de sur le musique qui c'était son comeback à la télé qui s'appelait Tout le monde aime. À TVA, ça? Ouais, un genre d'émission de dimanche soir où il recevait un artiste que tout le monde aime. Ça a bien été, ça. Ouais. Puis moi, là, on veut un jeune humoriste qui fasse un genre mini roast d'entrée de jeu, genre, pis c'est genre des capsules sur le fond vert. Pis ça, c'était moi. Tu sais, le mot roast, mais à TV, là, donc pas un roast. C'est l'inverse, des compliments, finalement. C'est ça. J'ai travaillé pour Pierre, n'a pas envoyé de fleurs. Ouais, c'est ça. Des roasts. Qui était à Radio Calme, en plus, fait qu'imagine. Peut-être une petite coche de plus, ça. là, mais c'est... Fait que j'avais fait des comme une shit capsule vraiment comme blitz,
il y avait du Rock Voisine, il y avait du Michel Louvain, il y avait ça. Puis j'avais écrit, puis là, ça m'est revenu que à quelque part, on a dit j'ai des pages de gags sur Eric, parce que c'est un énorme dossier de recherche. Oh, ben T'en apprends vraiment beaucoup sur eux. Puis là, je suis comme, puis là, il monte au début, puis je me souviens, les premières fois que j'ai vu ça, je pleurais aux larmes, juste sur le qui dit mon nom, genre, notre humoriste, David Bacca. Juste quand ça, je suis comme, c'est une joke, genre. Genre, je me souviens dans une loge, puis check ça, puis genre, tomber ses genoux, là. Puis là, elle monte au début aux artistes. Tu sais, les artistes sont genre, tu sais, il y en a qui ont pas beaucoup d'autodérision, il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui s'en crissent, il y en a qui... Puis j'ai pas vu celui, je pense, d'Éric. Mais tu sais aussi, c'est qu'il coupait mes gags préférés, là, ça c'est officiel. Là, tous les gags que j'aimais, il passait ou en fait, ce qui était des gags, je pense. Ça, il gardait juste... Fait qu'il gardait... Fait que, puis là, je suis comme, hey man, c'est... Fait que là, j'ai fait ça, puis il montre ça à Eric au début, puis je suis comme, mais jamais j'étais en studio avec eux, jamais je rencontrais personne. Tu sais, c'était tapé dans un studio sur green screen 2 mois avant. Fait que je sais qu'Éric a vu ça, mais c'est impossible qu'il fasse comme... Pas le gars qui fait des jokes sur mais après ça m'est revenu de ça. Pourquoi? Mais il faudrait que je retourne d'avoir voir cette relation-là. Ouais. Très intense avec Éric. Faudrait que je retourne voir comme sa face quand qu'un dude qu'il connaît pas sur green screen, genre. Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, Jean-Michel Anctil est dans le film. Ouais. Puis moi, j'avais justement, pour prière de pas envoyer de faire, à Jean-Michel Anctil. Puis j'avais écrit la mort de Jean-Michel Anctil parce que, genre, c'était lui. Ça, c'était-tu le sketch au début? C'était comme la capsule au début? Il montrait tout le temps comment il mourait, Ouais. puis après ça, c'était comme ça. Ouais. Mais Chris, Jean-Michel, il se souvenait que j'avais écrit, genre, sa mort. Puis, Ben non, mais c'était une bonne il mort? trouvait ça drôle. Moi, je me rappelle plus trop c'était Comment il quoi. mourait? Et il est fin, Jean-Michel. Whatever. Mais c'est peut-être la mort de quelqu'un. En tout cas, whatever. Jean-Michel, c'est une soie pour vrai. Ouais, il est vraiment gentil. Tellement le best, ce gars. Il est bien smart. Il joue au hockey, lui. Il va peut-être prendre la place de Marc Robitaille. Ouais, c'est ça. Ça va être ton nouveau père. Prochainement, ça va être mon... Bon, Il ça- est dans le... Est-ce que je te dis? Oui, si je vais dire, il joue au hockey pour vrai. Il joue des fois goaler ou attaquant, dépendamment des ligues. Non, ouais, hein. Puis il est vraiment compétitif. Il aime vraiment pas se perdre. On avait joué ensemble une game dans le camp. Puis il est goaler, puis genre, on s'était fait sourire comme 3 secondes. Hostie, il était fâché. Il avait laissé savoir à Sam Breton qui lui-même est encore plus compétitif. Il était comme, Chris, si j'avais su Chris, ça. En tout cas, bref, c'était vraiment bon. Je veux savoir, comme scénariste, une fois que le tournage part, quand vous avez le go, ça a été tourné, j'imagine. C'était au printemps. Au C'était printemps, genre ouais. mars-avril. Ouais, avril. Quand ça, le tournage commence, comme scénariste, votre implication à partir de ce moment-là? Ça varie, je variable. pense. Ouais, ça varie vraiment des projets, mais Eric est plus placé, mieux placé pour en parler, mais dans ce cas-là, on est vraiment juste allé genre 2 jours sur les 31, là. Parce que moi, personnellement, j'ai tout le temps l'impression d'être une belle-mère, là, quand je m'en vais sur un tournage. Ouais, je ferais pas ça, tu sais, il me semble le rideau, il me semble que je repeinturerais le mur ou je le ferais jouer différemment, mais fait j'aime pas tant ça être dans le processus. Mais avec Vincent, c'est souvent ça. En fait, les 2 films qu'on a fait avec lui, dans le processus d'écriture, tu sais, c'est pas qu'on fight, mais tu sais, il y a ses idées, il y a les nôtres, fait qu'on, tu sais, on discute beaucoup, puis on est beaucoup dans le tu sais, puis on force pour notre barre avec le scénario. Fait qu'il y a quelque chose de, c'est ça, on travaille fort, mais avec Vincent, on sait que c'est mieux de le lancer après, puis faire comme, ben nous, on veut travailler sur la base, le texte, tu sais, que t'as des plans de maison qui est souvent ce qu'on dit du scénario, tu sais, un blueprint qui est tight puis qui va vers où ce qu'on va, mais après ça c'est comme bon de faire gars, après ça fais ce que tu veux, man, puis avec Prank c'est ça, tu sais, il est arrivé sur le tournage puis c'était amusé puis ça avait donné ce que ça donnait, tu sais, c'est un gars qui sait où est-ce qu'il s'en va, complètement approprié le texte, fait que c'est ça, fait qu'il est comme parti avec ça, puis on n'a pas été là beaucoup pendant le tournage pour les barbares, mais tu sais, tu vois, quand je travaillais avec Émile Godreau justement sur De Père en flic 2 puis Menteur, avec lui, tu sais, lui, il aimerait ça quasiment qu'on soit là tous les jours. Nous, c'est moi qui avais pas le temps d'y aller, mais souvent, même pendant le tournage, des fois, comme, je tourne cette scène-là demain, tu peux-tu, genre... Réécrire des lignes, genre? À minuit, si tu reçois un courriel, c'est comme, envoie-moi des gags pour demain, ou genre, je suis pas sûr de la scène que je tourne la semaine. Tu sais, il nous implique beaucoup dans l'écriture encore, là, genre, au tournage, puis même, des fois, il nous fait venir, même après le tournage, avec Émile, tu sais, je vais voir, quand ils font le montage son, tout ça, des fois, même pour réécrire des lignes en post-prod là pour dire en EDR mettons quelque chose de même, fait que tu sais avec lui c'est vraiment c'est plus impliqué dans beaucoup, puis fait que ça varie, c'est vraiment variable. Puis non, j'allais juste dire que dans ce cas-là c'est ça, on est vraiment allé juste 2 fois, puis
on passe le plus clair de notre temps avec les acteurs qui sont pas en train de tourner, puis c'est ça, c'est weird les scénaristes sur un plateau. Moi j'aime ça parce que tu sais, j'aime ça être dans l'équipe puis voir la faire aller, puis c'est plaisant à voir tout le monde qui travaille pour quelque chose que t'as écrit, tu sais, quelque chose de le fun, puis comment que ça se passe, puis pas nécessairement pour te donner ton opinion parce qu'au final t'es tout le temps dans le craft ou bien avec ceux qui attendent en arrière. Tu sers à fuck all en fait. Non, puis t'es tout le temps d'une shot qu'il faut pas, tu sais, parce que là on était on est allé c'était à l'aréna de Sainte-Martine, puis ça arrive ça. Ouais. Hein? Où est-ce qu'on tournait certaines des prises de vue. La game du début. C'est drôle, mec, cette filmé-là, parce que j'ai un ami qui vient de Sainte-Martine, puis le nom de l'équipe, c'est Les Copains, puis ça m'a toujours marqué à vie. Les copains de Sainte-Martine. Ouais. Oh, shit. Mais c'est audacieux comme nom, l'équipe. Ouais, ils font pas beaucoup de cross-check. ça. Ils disent merci. Ben oui, bref. Ouais, non, c'est ça, on était dans la foule, puis on se faisait dire aux 5 minutes, genre, hey, pouvez-vous vous tasser, parce que on vous voit dans la shot, là, on est comme, ah ouais, mais Chris, on veut regarder, là, on est bien, là. Fait qu'on est tout le temps dans le chemin, c'est tout le temps trop. Il y a une bonne scène, justement, dans l'adaptation de Spike Jonze, tu sais, qui est au début, justement, t'as Nicolas Cage qui joue, genre, Charlie Kaufman, puis il est sur le set de Being John Malkovich, puis il est un peu dans les jambes, puis il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, puis tout le monde est exaspéré par ta présence, c'est qui, qu'est-ce qu'il calisse là. Je pense qu'en tout cas c'est au début, c'est pas long là, mais en tant que scénariste, moi ça me fait rire parce que c'est vraiment un gag de scénariste bien niché, parce que c'est comme est-ce que c'est ça le feeling quand t'es sur un plateau là. Parce que tu dis, tu sais, ce film-là n'existerait pas sans moi. Puis tout le monde là-bas se calisse complètement de ton existence. Fait que t'as une espèce de rapport très conflictuel avec... Y a-tu souvent un tournage avec un lot d'anecdotes? Y a-tu des anecdotes qui vous ont marqué sur ce tournage-là? Ben, vous étiez pas tant là, mais vous avez entendu parler ou qui sont devenus... qui sont devenus légendes. Sur ce tournage-là, pas tant, hein. C'est ça l'affaire. Ça a été assez... pas de stress. Il y a d'autres choses qui vont... J'allais dire, si vous avez pas de tournage, je vais tout de suite enchaîner. Fini. On finit. Non, parce que vous avez parlé tantôt... Non, mais... Si t'es en onde ou t'allais... qu'il y avait une anecdote que ça. Non, mais je disais qu'en fait l'anecdote, ben tu sais, il y a pas vraiment d'anecdote, tu sais, nous comme il disait tantôt, tu sais, le voyage qu'on a fait de la Malbaie. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire en fait, ouais. La Malbaie à Thunder Bay, il y a quelque chose de, tu sais, bon après ça, il y a pas tant d'anecdotes, mais tu sais, c'est là que nous on a vécu cette affaire-là, puis qu'on était vraiment comme le producteur, les trois scénaristes, puis le réal, puis qu'on voyait c'était quoi parce qu'à un moment donné t'écris quelque chose, puis t'es comme ils vont partir de la Malbaie puis ils vont aller à Thunder Bay. Tu le fais pas vraiment, c'est ça. Tu le fais pas, puis là c'est comme non, on va le faire, puis on est allé vraiment à Malbaie, puis on a fait puis les scènes ont été tournées à Thunder Bay aussi? Ils sont allés tourner quelques scènes à Thunder Bay. L'aréna de la fin. Ils ont mis le petit char Thunder Bay? Ouais. Ouais, puis ils ont pris aussi deux autres personnes parce que ça pouvait pas être Philippe Audrey qui fait Chris 35 heures de char juste pour qu'on le voit de loin. Fait qu'ils ont pris du monde à la botche pour faire le conducteur puis son passager, mais c'est là que tu réalises que Chris que c'est de la route. Mais c'est surtout que l'Ontario c'est long. Le nord de l'Ontario, on a failli mourir en fait. On a failli le nord de mourir. l'Ontario. Ça c'est une anecdote. Je nous ai sauvé la vie. Ça nous a sauvé la vie en estime. Sauvé la vie. On roulait, je me souviens même plus on était où, man. Ben on était passé un peu avant Timmins. Ouais, puis c'est moi qui chauffais, puis tu sais Vincent dormait en arrière là, tu sais c'était le soir, puis on avait hâte d'arriver à notre hôtel. Puis on était dans une place, il y avait zéro lumière nulle part. On était dans la forêt. Forêt, puis genre je roule, tu sais, puis t'es fait un petit yeux un peu qui ferme parce que t'es comme boy, jasez-moi boys parce que ouais, sauf que là ça faisait déjà 2 jours qu'on avait pas mal tout dit de il y avait un orignal puis genre ces 2 bébés. Ces 2 bébés en plein milieu de la crise de route que j'ai vu vraiment à la dernière seconde, que j'ai fait un mouvement genre pour nous tasser puis là nous. T'as donné un coup de volant. J'ai donné un coup de volant. Jamais faire. Ouais, mais je l'ai pas donné trop non plus, genre pour qu'on aille dans le fossé. Puis après ça, j'ai ralenti, puis on a passé à côté d'eux autres, tu sais. Puis après ça, on est reparti, puis là, c'était comme... J'étais plus endormi après. J'étais fucking réveillé. On salue l'adrénaline. Ouais, puis Biron qui se réveille, puis qui est comme genre, hey, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que moi, j'ai arrêté genre 5 minutes après pour faire... Puis comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, tu dormais, puis on a pas mal failli rentrer dans une famille d'orignal. C'était super. Non, le nord de l'Ontario, ça nous a vraiment marqué. C'était, pour vrai, là, le nord-ouest de l'Ontario, c'était rough. C'est quelque chose à vivre, honnêtement. Pour l'avoir fait avec la tournée où j'ai un petit sport de comme Albert Rousseau, c'est comme t'arrives là-bas, c'est comme un prochain spectacle, là, pis t'es comme 40 personnes, t'es comme ok, c'est malade, on est revenu dans la vraie vie. Ouais. Il y a Biron aussi qui était moins patient, qui est moins au volant. Il roulait genre à 140. Ah oui, parce qu'il était comme fuck that, moi je vais arriver ainsi, puis à un moment donné, on s'est fait pogner. On s'est fait pogner par la police de l'Ontario, qui était comme à cette vitesse-là, on pourrait
Garder le char. Garder le char. Ça s'appelait, je sais plus c'est quoi le terme qu'ils ont utilisé, là, mais c'est en comme... français, c'est comme excès de très grande c'est ça, vitesse, là. Ouais, il roulait à genre 150 sur une route de stunt, 80. Stunt driving. Stunt driving, ouais. Puis c'était comme genre... genre... we're actually doing a movie. It is a stunt. ouais, c'est ça. Ben finalement, c'est ça qui est arrivé. Hey, désolé, ça fait 3 jours qu'on roule. On vient de Montréal, on prépare savait un pas, film. on jasait. Puis la police, ils ont fait, OK, gars. Je te donne une étiquette de genre 40$. Non. Ouais, je pensais genre 300. Non, c'était une étiquette absurde. Comme s'il roulait genre 20 au-dessus, mettons, là. Puis le gars, il a dit, mais là, moi, je suis dans le coin tout le temps, là. Fait que si en revenant, vous faites la même affaire, là, je vous nique. Mais là, voilà 40$, puis décalissé. Puis on était comme, what the fuck? Vincent, tu conduis plus, tasse-toi. Ouais, c'est ça. C'était insane, cette affaire-là. Parce que pour vrai, il disait comme, il perdait son permis, puis c'était pire qu'il faisait de la prison quasiment, là. C'était insane. Puis vous êtes passé également par Val-d'Or. Ouais. T'es allé à l'aréna. Ça, c'est cool aussi, tu sais. C'est un beau moment, ça. Parce qu'il y a une scène où, un plan, en fait, où on voit les numéros retirés de genre Luongo et tout ça, puis vous avez fait faire des bannières de Tanguay. En fait, c'est rajouté en post-prod. Ah oui, yes. C'est des effets spéciaux. Ouais, en fait, vous changez les bannières existantes. Ouais. Exact. Fait qu'il y a peut-être un gars, des Val-d'Or, des foreurs qui devient disparaître. Ouais. Et ça, c'était nice, tu sais, d'arriver là. Moi, j'étais ému pour vrai. Ben oui, pour vrai, tu rentres là, puis là, t'amènes en arrière, tu visites la chambre des joueurs, tout ça, puis tu sais qui est passé par là, puis ça a vraiment été un beau moment, ça, quand on est arrivé là, puis c'est comme Chris, c'est le fun pareil, là. T'écris ça, puis à un moment donné, tu le vis, puis en ce moment, on le vit moins, nous autres, mais tu sais, il y a le Real qui est en train de faire justement le tour. Fait la tournée de promo. Fait la tournée de promo en ce moment, parce qu'on enregistre, mais là... Ouais, le 24 novembre. Il y a 6 mois. 21 novembre. Il y a 6 mois. En tout cas, il y avait de la tournée de promo qui était dans les arénas puis ça, c'est nice, là. Ça, il était à Shawinigan, puis là, tu vois qu'il y a comme 4000 personnes dans l'aréna, puis eux autres, ils font la mise au jeu. Avec le maillot des barbares, là, des comme, tabarnak. Mais ils sont allés même au centre Vidéotron aussi. Ouais. Jean-Michel Anctil qui a fait la mise au jeu avec, il y avait Lafrenière. Il y avait Alexis Lafrenière, qui était là. Puis tu sais, t'as Lafrenière, puis t'as notre chandail des barbares qui est écrit depuis fucking 2010. Oh, t'es comment ben ça, c'est vraiment le reward, là, tu sais, l'espèce de... Quand t'as commencé à écrire le film, genre, Lafrenière avait... Oh shit, il y a 10 ans, mais il y avait genre 6 ans, ouais. C'était fou. Mais il y a une affaire que j'avais trouvé cute à Val-d'Or quand qu'on visitait le vestiaire des foreurs. C'est qu'il y a la tradition qu'il faut pas piler sur le logo. Puis tu sais, moi, je faisais bien attention, je me tenais ses côtés. Puis là, t'avais Vincent qui, comme on a dit au début, il s'en fout un peu du hockey. Puis t'avais le producteur qui est pas non plus tellement... Qui est marocain, le hockey, c'est loin. Non, lui, ce qu'il aime, c'est le sable du désert. Donc, eux, ils rentraient dans le vestiaire, puis ils marchaient un peu n'importe où. Puis là, t'as le responsable de l'aréna qui vient les tasser, puis qui leur dit non, qu'est-ce que vous faites là? Marchez pas sur le logo. Puis là, les deux gars étaient comme, voyons, what the fuck, est-ce que man? C'est un tapis, Chris. Puis là, je leur disais, non, mais c'est parce qu'il y a c'est une tradition, tu peux pas marcher sur le logo. Puis dans les équipes, je pense, quand tu marches sur le logo, des fois, t'as des conséquences, là, qui sont rattachées. Puis là, je pense que pour Vincent, c'est comme tu réalises que c'est vraiment un univers puis une culture que, en soi, tu sais, dont on soupçonne pas l'existence quand t'es à l'extérieur, tu t'aimes pas le hockey. Puis moi, c'est des affaires qui me passionnaient beaucoup puis que je trouvais ça beau de le vivre, tu sais, avec des gens qui connaissaient pas vraiment ça, tu sais. Puis j'espère que le film va pouvoir faire ça aussi pour les spectateurs. Absolument. Est-ce que vous avez fait de la recherche particulière pour vous mettre dans le bain pour écrire le film de Semi-Pro? Fuck all. Ben, comme on a lu des livres, comme on a dit, là, mais... Moi, je me basais beaucoup sur les connaissances de Marc-Antoine. Vous n'êtes pas allé voir des games semi-pro ou la Ligue normale? Même pas. On a planifié des dizaines de fois de le faire, puis on l'a jamais fait. Ouais. Puis, est-ce que vous avez déjà vu, j'en ai parlé souvent, je l'ai name droppé souvent au podcast, mais il y a un fameux documentaire qui, encore une fois, vraiment pas assez connu, mais que les gens de hockey, certains ont vu. Il y a un documentaire qui date de 2003 ou 2004 qui s'appelle Les Chiefs. Non, je l'ai pas vu ça. Qui non pas Slapshot, tu sais, ça peut être... ouais, mais c'est les de Laval, là. Ouais, qui s'attarde en fait aux Chiefs de Laval de cette saison-là. Puis c'est comme un peu comme Slapshot, c'est-à-dire c'est le frère d'un gars qui était dans l'équipe qui a fait c'est quoi ta vie, je comprends pas. Ouais. Pour combien tu fais ça par semaine? OK, non, ça n'a pas de sens. Puis il a pris une caméra puis il est venu filmer. Puis là-dedans il y a des personnages, des gars qui dorment à l'aréna, en tout cas bref, solide. Il y a Vice aussi qui avait pas fait une espèce de une petite demi-heure. C'est l'argent, ouais. Ils ont fait une demi-heure sur je pense que c'était aussi une équipe à Laval. Puis
tu voyais le gars qui est, dans le fond, il est payé, lui, pour casser des gueules. Cette espèce de goon. Puis, tu sais, il arrivait à l'aréna, il faisait de l'acupuncture, il faisait des shots de cortisone ou je sais pas quoi, parce que son corps suit plus, tu sais, mais... c'est catastrophique. C'est sa gig, tu sais. Là, la ligue, c'est... on a reçu beaucoup de monde. Assagi, ouais. C'est pourquoi Assagi, puis le hockey est quand même de très bon calibre. Là, oui, il y a des bons joueurs. Des bons joueurs, ça. Avant, c'était vraiment bataille générale dans le warm-up. C'était vraiment... Surtout, justement, le documentaire, début 2000, c'est encore le même. Là, il y a comme un ou deux goons par équipe, là, tu sais, mais le reste, les gars, ils se battent pas. C'est pas qu'ils sont pas là pour ça, ils ont des jobs, là. Non, c'est ça, ils ont un quotidien. Mais à l'époque, c'était comme une époque que les kids ou les enfants aujourd'hui n'auront pas connu, là, heureusement. Non, c'est mais clair. de faire hockey, c'était de même il y a pas si longtemps, tu sais. Ben, tu dis début 2000, mais c'est ça, moi, quand j'étais, parce que je viens de Québec, puis quand début 2000, j'avais à peu près 15 ans, puis j'écoutais le pendant de Québec de CKAC, qui était CHRC, qui était le AM, puis ils suivaient, il y avait Pont-Rouge qui avait une équipe, puis il y avait les As de Québec dans le temps. Ils suivaient les équipes puis il y avait un printemps que le goon de Pont-Rouge se battait dans un ring de boxe contre le goon des As de Québec. Holy shit. Puis c'était je trouvais ça j'avais 14-15 ans, j'étais comme j'ai toujours été fasciné, mais je pense qu'il y a cette scène là dans les Chiefs là. Pour eux, c'est comme j'ai déjà vu cette affaire là, pas dans un film de fiction là, puis je pense que c'est dans les Chiefs qui va faire un combat dans un ring. C'est débile mental. C'est un autre game là, complètement. Mais fait que non, on n'a pas fait plus de recherches que ça, puis à chaque fois qu'on... basé aussi beaucoup sur, tu sais, je veux dire, moi, mon père aussi m'amenait... Il n'y a pas d'aréna à Malbaie, en fait, tu sais, ça s'appelle les Barbares de la Malbaie, mais il n'y a pas de... Moi, je suis né à la Malbaie. C'est un des personnages récurrents dans tes films. Ben, Charlevoix, ça fait 2 films, là. Mais, c'est ça. Mais, fait qu'il n'y a pas d'aréna à Malbaie, il y a un aréna à Clermont, puis là, mon père reste encore à Clermont à ce moment-là, puis je me rappelais, tu sais, que c'est même mon cousin jouait dans ce genre de ligue, je sais pas, c'était le Bantam quelque chose, tu sais, puis j'avais des souvenirs de genre, j'accompagnais dans ce temps-là, je mangeais mes hot dogs, tu sais, je checkais ça, puis moi non plus, je patine pas, tu sais, puis mais lui, il m'amenait là, puis c'était l'énergie de voir la crowd aussi, puis la marde qui se donnait, puis tout ça, puis c'est vraiment, on s'est beaucoup inspiré de tout ça, mais plus que d'aller après ça sur le terrain. Non, c'est ça. Moi, je viens vraiment d'une il y a une partie de ma famille qui est tu sais, je veux dire, les Canadiens nordiques à Noël, là, c'était ça. Là, tu sais, il y a la moitié qui était Canadien, l'autre moitié c'était les Nordiques. Puis j'ai une cousine qui est mariée avec un joueur de hockey qui joue en Allemagne en ce moment, professionnel. Ah ouais, c'est quoi son nom? Le joueur, ça, c'est Brent Aubin. Ah, okay. Il a gagné avec les Remparts la Coupe Mémoriale. Wow, c'est cool. C'était puis je fais juste comme les suivre depuis 10-12 ans. Je fais juste m'inspirer dans le fond de mon milieu, tu sais. Puis c'est déjà assez c'est des gens qui sont tellement généreux de toute façon que c'est pas difficile d'inventer des affaires à partir de ce qu'eux vivent, tu sais. Thunder Bay, Val d'Or, la Malbaie, je me suis demandé à un moment donné si le financement marchait au niveau canadien. Est-ce que y avait-il quelque chose que comme vous étiez supposé plugger? Mais au départ, ça finissait à Saint John au Nouveau-Brunswick. Parce qu'on se disait qu'il allait avoir une belle opportunité de coproduction avec le Nouveau-Brunswick. C'est ça, la trajectoire a changé. Au début, il partait de Mégantic puis il se rendait à Saint John. Puis en travaillant avec l'autre Réal, c'est là qu'on a fait, ce serait peut-être plus cool l'Ontario. De l'amener, Puis là, on est parti de la Malbaie, puis c'est là qu'on l'a campé dans la région où est-ce que je venais. Mais vous avez pas des on essayé d'avoir une coproduction avec l'Ontario. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Puis finalement, ça a pas abouti. Ça a pas abouti. Okay. Mais c'est ça. Mais c'était rough quand même, comme, tu sais, avec le budget qu'on avait, puis... C'est combien vous aviez 2.5. 2.5. À peu près 2.5 millions. Un peu en bas de 2.5. C'est drôle parce que genre, avec Richard Goudreau, les Boys, en 97, avaient 3.3. Ah bon, 97? Je suis comme, puis en argent, 97 versus argent 2019. Oui, c'est ça. C'était ambitieux comme truc, tu sais. C'est un road trip, fait que t'as du char, t'as des... Chaque scène est dans un nouveau lieu. C'est ça, exact. Puis t'as le début quand même que là, c'est un match de hockey, fait que c'est un arena, faut que tu le remplisses, puis ça finit aussi dans un autre championnat qui lui est à Thunder Bay, fait que c'est un autre arena, faut que tu le remplisses. Tu sais, c'était ambitieux comme projet. Fait qu'au départ, c'est ça, on essayait quand même d'aller chercher des fonds mais finalement notre producteur, nos producteurs fait de la magie avec Jeanne-Marie aussi qui est l'autre productrice, mais ils ont juste réussi. Surtout sachant que la moitié du budget s'en va juste pour faire l'Audrey, ça c'est déjà... En fait, c'est 75%. Fucking like moi, si tu penses qu'il est le roi du monde, calice. Phil, en plus, que j'ai écrit pour recevoir au podcast, qui va sûrement revenir une autre fois.
On essaie de se revoir avec Éric Meloche, tout ça. Fait que, oui, c'était lui le... Oui, exact. Mais je pense que Phil écoute, je pense qu'il m'a laissé savoir qu'il écoutait les épisodes, fait que, qu'il dit peut-être pour me faire plaisir. Mais en ce moment, il écoute ça. Ça serait tout à fait son genre. En ce moment, il écoute ça, puis il est comme, Chris, j'ai pas eu 75% du budget. Mais je veux savoir quand, évidemment, avec les millions d'étapes que le draft que le scénario a connu, évidemment, est-ce qu'il y a des trucs, des fois, pour faire des deuils, des trucs qu'on doit couper, qu'on dit comme, j'aimais vraiment ça, malheureusement, ça n'a pas make it. C'est quoi vos deuils? Il y a une grosse scène, en fait. Les yeux d'Éric Salé. Ouais, il est dans une précédente version. Ouais. Au départ, Yves, c'était un ancien militaire. En plus d'être un ancien joueur de hockey. Après avoir comme chié sa carrière avec les Panthers, il était dans le scénario parti en Afghanistan. Puis il a fait une mission. C'était vraiment comme un ancien gloire du hockey puis un ancien militaire. C'était un peu comme le concept que tout ce qu'il a fait chiait, tu sais, parce que on apprenait aussi que quand il était militaire, on pensait qu'il était parti à cause d'une blessure au moment-là, mais finalement, c'était pas ça, c'est parce que il était alcoolo puis il avait des colissés dehors de l'armée. Mauvaise conduite. Fait que c'est zéro tempérament pour être dans le militaire. Alors, si tu m'avais dit qu'il était militaire, je pense que j'aurais décroché dessus, mais il est trop pas crédible. Il est trop fuckard, là. Mais il y avait une scène, tu sais, là, dans le film un peu quand tu s'en vas à Trois-Rivières. Masquinongé. À Masquinongé, ouais. Masquinongé pour voir ses anciennes connaissances. Avant, il arrivait dans un feu dans le bois, puis c'était comme des anciens militaires qui étaient là, puis c'était une scène qui était hyper chargée. Ouais, puis elle durait comme 20 pages. C'était long, là, mais c'était eux qui parlaient dans le temps, qui étaient militaires, puis qui tiraient du gun. Parlaient qu'il y avait un Deadpool, genre. Genre, ils misaient sur qui allait mourir en premier. Dans le peloton. Puis qu'il y a un gars qui racontait qu'il avait reçu comme une roche dans l'œil, puis que quand il y a une mine qui explosait, puis c'est hyper lourd. Puis il y a Jean-Philippe qui se faisait comme pourchasser en 4 roues par les militaires. Il allait vraiment trop vite dans un chemin de forêt où est-ce qu'il y avait pas de lumière. Fait que c'était vraiment comme une séquence. Genre de Deer Hunter. Plus vous en parlez, plus je comprends que c'est pas dans le film. Mais tout cet aspect-là a pris le bord, mais cette scène-là était vraiment bonne, puis le réal le fait, tu sais. Cette scène-là, il faut qu'elle décalisse parce que ça nous a fait bien de la peine. Elle prend bien trop de place, mais tu sais, gardez-la puis mettez-la maintenant dans un court-métrage ou whatever. Fait que ça se peut qu'il y ait un autre plongeur. Dans le bois, mané, quitte Montréal. Juste des militaires. Ils vont tirer du gun autour d'un feu. Mais sous cet aspect-là, vraiment pris le bord. Ouais. C'est la grosse. Puis au départ, il y avait pas non plus. Moi, je trouve que ce qui est le fun aussi, tu sais, qu'on a ajouté au cours des versions. À un moment donné, Yves dans le film va visiter un peu ce qui aurait pu être un de ses anciens collègues de ses comparses des foreurs qui lui est rendu un joueur de hockey du Canadien en fait. Il est pas s'en rappeler dans son verbe un genre de Philippe Dano. Pour vrai, ouais, c'est ça. C'était ça un peu l'idée. Comme une espèce de gars clean avec sa femme que dans le fond il s'aime pour vrai. Il est vraiment smart, puis mais c'est ça, ça revient à ce qu'on disait un peu au début par rapport, c'est qu'on essaie un peu de déconstruire l'affaire. Tu t'attends à ce que le joueur de hockey soit une espèce de douche avec une blonde un peu connasse. Puis là on essayait de déboulonner un peu ces mythes-là pour le rendre, l'humaniser un peu, le rendre, parce que les joueurs de hockey que j'ai pu connaître, c'est pas toutes des douches, là, c'est pas toutes des graines. Là. Phil Dano. Oui. C'est comme un bon exemple de gars comme sympathique. Terre à terre. Puis, le 95%, t'as quand même sympathique. Oui. Mais fait que c'est ça. Puis ça a été un ajout à un moment donné, tu sais, comme dans le road trip, il y a cette idée-là un peu d'étape, tu sais, que ton personnage parcourt un peu son passé ou son futur ou whatever, ou tu sais, qui passe par son tête. Puis à un moment donné, on a rajouté ça en cours d'écriture. Puis je trouve que cette scène-là dans le film, je trouve ça vraiment le fun quand il arrive là. Puis ça vient remplacer, en fait. T'as la salle des trophées, puis t'as le dude qui a sa bague, la Coupe Stanley, tu sais, puis t'as le kid. Passe par Brossard. Oui, passe par Brossard, exact. Ouais, c'est à Brossard. Ouais. Ça. Fait que, pis ça, on l'a rajouté encore au début, c'était pas là. Fait que je pense que ça a un peu pris la place, à un moment donné, même quasiment des militaires, pis tout ça. Tu sais, il y a un personnage aussi de l'anglo. Oui. J'étais comme, faut que je demande au gars, c'est quoi l'affaire de la fille. Je me souviens même plus. Mais Maureen, en fait. Maureen, l'idée, c'était vraiment de, tu sais, parce que c'est un personnage. Le Canada. Il y a ça. Il y a ça, oui. Il y a JP, en fait, tu sais, qui a tout le temps, idolâtré son cousin, puis c'était vraiment de mettre un troisième personnage qui arrivait dans l'aventure pour lui montrer une autre facette de son cousin, puis que ce personnage-là, lui, désenchante très rapidement là, de Yves, puis à travers ça,
ça permet à Jean-Philippe de constater que peut-être que mon cousin c'est un peu un tas de marde, comme on disait au début. Fait que c'était vraiment l'idée de mettre quelqu'un puis de l'embarquer, puis tu sais on a une présence féminine aussi, puis le film est un peu sur la masculinité toxique, sur les modèles qu'on a masculins, fait puis d'amener comme cette fille là qui lui donne un bon modèle, mais c'est un peu un modèle, tu sais, c'est un peu ça un autre type de mère. Oui, parce que s'il y a juste un personnage féminin dans un film, c'est soit une putain ou une maman. Mais c'est aussi genre un peu le regard du spectateur, tu sais, être un peu en retrait des deux. Ouais. Fait que c'est un peu ça, mais ça c'est juste. Pourquoi c'était un anglo de ça? Il y avait pas tant de. Pas vraiment. Ben c'est parce qu'on s'en allait à Saint John, fait que là le personnage venait de là-bas. Puis c'est compliqué d'écrire un scénario, tu sais, mais ça fait comme là ils vont rencontrer. Pourquoi elle embarquerait avec ces dudes là? Parce que c'était comme genre évidemment. Pourquoi pas? Puis on est comme ça s'en va à Calgary, puis pour elle ça lui fait un lift pour aller là-bas. Il y a des affaires que c'est pas tout le temps. Avant j'ai posé puis j'ai ri quand pas un spoiler, mais à la fin quand Phil Audrey tombe en bas de l'estrade, je suis comme ok, fait qu'eux ils étaient devant leur ordi qui ont fait genre de batteur, il tombe par-dessus l'estrade, genre taper ça, genre, puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils l'ont écrit sans rire, là? En fait, non, il se faisait plaquer puis il se pétait le cou sur le dossier d'un autre banc. Fait qu'il tombait dans les estrades. Puis techniquement, c'était plus ou moins faisable avec Philippe Audrey, qui est excellent cascadeur sinon, j'imagine. Puis là, ils ont comme trafiqué une affaire où est-ce qu'ils poussent un peu par-dessus une rambarde. Mais nous, moi, ce que je voulais voir, en fait, c'était lui qui déboule. Puis ça, c'est tu rajoutes une journée au complet pour cette cascade-là. C'est ça. Fait que là, il nous manquait 150 000 $ pour faire une affaire de même. Il y a une autre affaire que je te demandais, c'est en fait parce qu'on parle de scénario tout ça, puis tu sais, ça fait quand même une couple d'années que tu fais ça, que vous faites ça. Ouais. Lui parce que je le connais plus. Non, c'est parfait. Vous, tu as étudié un peu à l'UQAM là-dedans, ça, mais s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, puis des jeunes qui aiment écrire des scénarios, qui ont commencé à en écrire ou tout ça. Abandonné. Ouais, c'est ça. Honnêtement, le processus va s'occuper de faire ça. Mais mais quel conseil t'aimerais donner à un jeune scénariste ou à toi il y a 15 ans, tu sais, ou... on la pose quand même une couple de fois cette question-là, puis je réponds souvent à ma affaire. Moi, ce qui m'a aidé vraiment dans ce parcours-là, puis je pense, mais même toi, Marc aussi, tu sais, puis je pense que... Je vais attendre que tu le dises, je vais voir. Ouais, c'est ça, c'est la drogue. Non, c'est pas vrai. C'est être curieux, en fait. Moi, je trouve que ce qui m'a vraiment aidé dans ce milieu-là, c'est d'être curieux, puis j'ai tellement écouté de films, mais pas juste des films, plein d'affaires, puis j'ai jamais craché sur rien non plus. Tu sais, il y a quelque chose de ce que j'aime comme cinéma est très vaste, tu sais, puis je consomme bien des affaires, puis je lève le nez sur rien, puis ça m'a quand même servi parce que j'ai passé par la télé, j'ai passé par le web, j'ai fait bien des affaires, puis là je travaille juste en cinéma en ce moment, puis c'est vraiment quelque chose que c'est ça que je voulais faire en fait, mais j'aime la télé tout ça, puis je pense y retourner un moment donné, mais ça a vraiment été d'être curieux, puis de tu sais, quand on te parlait justement des barbares au début, tu sais, ce qui tu disais, ce qui vient en tête, c'est pas des référents de hockey, c'est d'autres films. Ben tu sais, ça m'aide à écrire tellement d'avoir écouté. Je travaillais à Boîte Noire, tu sais, puis ça a fait Feu la Boîte Noire. Ça m'a tellement genre donné un esti de bagage de. Aujourd'hui, si tu travaillerais à Netflix. Ouais, toi qui cliquerais ces films. Non, mais pour vrai, pour avoir été en cinéma, une affaire je trouve que c'est un bon commentaire que tu donnes, parce que une affaire qui m'a vraiment turn off, moi, le monde en cinéma, c'est justement d'être trop cool pour tout. Le snobisme ou l'élitisme. À ta gueule, là, que genre, tel film, t'es trop hot pour ça. Ouais, mais je pense que, par exemple, en tout cas, on étudiait au cégep à la même place, moi puis Marc-Antoine, au cégep François-Xavier Garneau. Shout out à Québec. C'est où? Sainte-Foy. Okay. Puis il y a un programme de cinéma là-bas. Il y a des choses en dehors. Québec? Il y a des cégeps à Québec. Puis on étudiait en cinéma là-bas, puis je trouve que, en tout cas, ils ont bien fait ça quand même là-bas. Ouais, ils nous ont ouvert un peu les portes. Mais là-bas, ce que j'ai aimé, par exemple, c'est qu'ils nous ont vraiment cassé en arrivant là-bas. Et puis il y a un professeur qui s'appelle Jean-Charles. Oui. Pierre-Charles Rochette, qui en arrivait, puis c'était comme le cinéma hollywoodien. Puis t'es comme là, je vais vous déconstruire complètement votre vision du cinéma hollywoodien. Puis ce que vous regardez, c'est de la merde à la limite, puis tu sais, c'est qu'il faut avoir une réflexion sur ce que vous écoutez. Puis c'est un cours qui était vraiment comme, OK, fine, tu peux faire ton travail sur Forrest Gump, mais il faut quand même que tu saches que c'est un film qui est
quand même assez douteux dans ses idéologies, tu sais, mettons. Je pense que j'avais un prof de cégep que sa thèse d'université... C'était sur Forrest Gump? Ouais, puis c'était par rapport justement à l'idéologie qui est exactement l'inverse de ce que les gens pensent. Ben, pose pas de questions, puis travaille pour ton pays, puis that's it, puis on tue la fille qui a des relations, puis genre... je veux dire. Mais, fait que c'est comme, ouvrez-vous à ça, puis quand on était au cégep, j'ai comme on a regardé des affaires peut-être plus pointues tout ça, puis moi j'arrivais tu sais de Charlevoix, puis j'avais juste accès à un club vidéo avec juste des hosties d'affaires de Hollywood justement. Moi le cinéma c'était le film du dimanche après-midi à TVA là. Fait que mais je pense que c'est une étape nécessaire de se snobiser un peu à un moment donné pour faire comme je vais aller découvrir d'autres affaires. Mais après ça, si c'est ça se snobiser, je pensais que c'était l'inverse, mais non mais dans le sens de devenir un cinéma plus pointu, mettons, devenir un cinéma plus d'auteur. Ce que tu dis, c'est juste de se cultiver un peu. Se cultiver un peu, exact. C'est juste, puis ça revient à ce que tu disais sur la curiosité, c'est juste c'est jamais de lever le nez sur sudden death. Ouais, c'est ça. Comme le regarder puis faire OK, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est mauvais. Oui, mais tu peux aussi triper même si c'est mauvais, puis ça change rien, puis les gens vont pas ôter ta carte de membre du milieu cinématographique là. Ça c'est correct. Mais je pense qu'il y a aussi tu sais la morale du film qui est un peu acharne-toi, travaille, puis tu sais pas ce qui peut arriver. Ouais. Des bonnes choses vont sortir du travail. Je pense que c'est ça que je dirais à un jeune scénariste qui commence ou que je me dirais parce que moi je pensais pas ça là. Je pensais que le talent suffisait. Pour vrai, quand j'avais 18 ans, j'étais sûr. Mais non. Puis non, fuck non. Est-ce que vous êtes des gars qui travaillent dans les scénarios? Est-ce que vous êtes des gars qui lisez des scénarios? De dire que, hey, ce film-là, j'ai vraiment aimé, je vais retourner trouver le scénario. Ça arrive, pas souvent, mais ça arrive, lui, peut-être. Ça arrive souvent que je vais checker, mettons, une scène. Ouais, c'est ça. Là, je vais chercher le scénario. Ouais. Puis là, je check la scène, je fais comme, Chris, man, c'était pas, ça marche pas, ça. Ouais. Ou, au contraire, je vais faire, ah oui, man, il l'a twisté de même. Une dernière fois que je l'ai fait, c'est que le film que Sorkin a réalisé, Molly's Game. Ouais. Puis il y a un monologue, un moment donné, je pense que c'est Idriss Elba qui le fait. L'avocat, puis qui arrive puis qui fait un long monologue. J'étais comme la bouche ouverte, de genre tabarnak que c'est bien écrit. Puis là, tu vas le lire. J'étais allé le lire en ligne, de genre, je veux voir c'était quoi à la base, ce monologue-là, comment qu'il l'a écrit. Des fois, c'est pas exactement les mots. Non, c'est ça, mais c'est le fun de voir comment. Des fois, ça l'est. Sorkin, c'était pas mal proche. Ouais, parce qu'il écrit, sa façon d'écrire, c'est mettons les pauses que tu peux prendre dans une phrase ou en deux mots. Ouais. Il y a différentes façons de les marquer dans le scénario. Fait que t'as des 3 petits points, t'as les tirets, t'as le double tiret. Puis quand tu, mettons, le regardes côte à côte, là, le monologue, par exemple, ça, tu vois que les pauses sont différentes dans la bouche de l'acteur, puis il fit les différentes pauses qu'il met dans le texte, qui est hallucinant. Là, je regarde ça, puis je fais comme, c'est pas comme ça au Québec. Non, la pression, tu sais, comme Tarantino, là, il voit ses acteurs comme non, je te jure que je l'ai écrit pour qu'il soit dit de même. Oui. Puis un autre scénario que je pense qu'on a lu, que c'est toi qui m'avais dit de le lire, celui de Lethal Weapon. Ouais. Lethal Weapon. Et ça, L'arme fatale. Et ça, c'est une toute autre affaire. Shane Black, le scénariste. Oui. Dans son scénario, dans ses didascalies, il est tellement entertainant. Là. Exact. Il fait des blagues dans ses didascalies, là, genre pour te mettre dans le mood un peu de genre. C'est que le scénario, c'est ça. Le scénario est écrit comme une conversation. C'est comme je te pitchais quelque chose, puis c'est funné, puis il y a du wit. Dans les didascalies, t'es comme, mais c'est weird parce que tout ce qu'on t'apprend avant à l'école, c'est de faire, c'est pas ça. Sois neutre et objectif. Exact. Parce que t'es comme, après ça, il y a une équipe qui va passer dedans, puis on le sait pas si la personne va avoir des culottes courtes bleues. Ouais. Sauf que lui, il fait comme, non seulement il y a des culottes courtes bleues, en plus, il y a un t-shirt vert, ses cheveux sont peignés de même, puis il est laid en crisse. Puis hier, il faisait telle affaire, puis t'es comme, tu verras rien de ça dans le film. Mais ça te met tellement dans un mood pour comprendre, genre, c'est quoi le ton. Le vibe. Puis tu sais, c'est pas lourd, là. C'est pas des hosties de longue escalier. C'est juste qu'il y a de l'humour puis il y a du rythme. Puis maintenant, je suis comme, hey, ça m'a full inspiré. Puis des fois, j'en mets un peu dans les scénarios parce que je suis comme... C'est drôle. Ouais, mais après ça, c'est ça. Un autre conseil aussi, c'est faites ce que vous voulez un peu. Oui, il y a ça un peu pour vrai. C'est vrai. Guillaume, parce que c'est Guillaume Girard, moi, qui m'avait allumé là-dessus, dans le sens que lui, il va vraiment lire des scénarios. Il va vraiment voir un film, faire, attends, je vais retourner voir le scénario, je vais voir comment c'était quoi le scénario pour que ça devienne ça. Puis il y a une page Instagram que vous connaissez sûrement qui est vraiment le fun à suivre en ce sens-là, qui s'appelle Script to Screen. OK, non. C'est un peu une scène que oui, puis en dessous, t'as comme le scénario des fois, t'as l'équivalent aussi sur Twitter. Ouais, c'est ça, exactement. Ça doit être décliné sur tous les médias sociaux. Fait que ça, c'est cool aussi pour regarder un peu c'est quoi le travail.
est-ce que j'avais une question je pense que c'est un prof universitaire justement qui parlait de ça par rapport à, il disait c'est drôle qu'on remette un Oscar pour le meilleur scénario, un Oscar de meilleure réalisation. Il disait, tu sais, un bon scénario mal réalisé, puis un mauvais scénario bien réalisé. Tu sais, dans le sens que comme c'est tough de dissocier les deux, tu sais, parce que au final, le produit c'est un bon ou un mauvais film, tu sais. C'est quoi pour vous un scénario parfait? Scénario parfait? Chinatown. Le film Chinatown? Ouais, le film Chinatown, ouais. Pas le quartier chinois ici. Non, c'est ça, parce que Chinatown, c'est le scénario. T'arrives là. Il y a des soupes tonkinoises, c'est mal. T'as des bubble tea. J'ai vu quelque chose récemment genre, dans les derniers jours, j'ai lu quelque chose. Oui, Fincher est en train de développer un prequel. Okay. Avec le scénariste. Avec le scénariste original. Le film original, c'est scénarisé par Robert Towne. Et réalisé par Roman Polanski. Puis c'est qui joue dedans? C'est Jack Nicholson. Ah oui, c'est ça. C'est un quiz. Bravo, t'as eu les... Yes! Ben, c'est un parfait. J'ai aucune idée de toutes les réponses de ces questions-là. Ça veut dire que oui, c'est magnifique personne. Putain de classique. C'est vraiment bon. Mais, scénario parfait. C'est parce que j'aime ça qu'on parle de suggestions parce que dans mon intro aussi, juste que je te laisse finir, mais c'est dans mon intro, depuis cette saison, je fais un nouveau segment depuis la saison 4 où j'appelle ça le Pro Shop culturel. Nice. Puis je suggère des œuvres, que ce soit livres, films, peu importe, reliés de proche ou de loin, un peu comme le podcast, justement pour ouvrir, que ce soit même des arts visuels, peu importe. Super. Puis c'est pour ça que j'adore qu'on name drop des films de faire, tu sais, depuis tantôt quand t'as nommé ou des Honky Tonk ou Honky Tonk Man, ouais. Que je suis comme, attends, je l'ai pas vu, c'est comment ça fait, je l'ai pas vu. Mais c'est là que je te dis, tu sais, c'est la curiosité, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut que tu sois ouvert à toutes ces affaires-là, mais t'allais dire de quoi sur le scénario parfait? Ouais. C'est ça, mais c'est dur à dire, le scénario parfait, mais c'est parce que, en tout cas, même nous. Dans le sens que c'est pas obligé d'être un film, dans le sens que ça peut être des ingrédients de qu'est-ce que moi je recherche, qu'est-ce que je veux absolument qu'il y ait dans un film. Exact, mais moi je l'avais vu de même, mais moi, je suis dommé. Non, mais t'as raison. C'était une question future de comme savoir un bon exemple. Fait que t'as répondu. C'était juste un visionnaire. Tu vois les questions. Yes, j'aime bien mieux ça. Mais c'est juste que, mais on se rejoint là-dessus, puis c'est pour ça qu'on travaille souvent ensemble, moi, Marc-Antoine et Alexandre. Notre vision du scénario est quand même la même le scénario à la base est un outil de travail. Puis ça, c'est une hérésie ici dans le milieu. Là, si tu dis ça, le monde, il tu te fais chier pète dessus. Des coches. C'est comme, non, c'est pas vrai, le scénario, c'est une œuvre d'art. Tu fais de la grosse chicane. Puis t'es comme, au final, non. Parce qu'après ça, tu sais, le scénario, il va se tourner puis il va y avoir du montage. Il y a tellement de couches après. Que le meilleur scénario possible, c'est lui qui donne une meilleure idée de ce que devrait être le film. Les intentions de l'histoire, des personnages. C'est vraiment là pour donner à toute l'équipe genre un feeling de c'est quoi. Puis c'est aussi la meilleure, tu sais, un scénario qui est bon, c'est que tu vas être en tournage, le réalisateur, à un moment donné, va avoir une question, puis tu sais, il va juste faire, OK, mais je vais focusser sur le scénario. C'est ça. Qu'est-ce que l'histoire raconte? Sur quoi je dois focusser sur cette scène-là? Qu'est-ce qui est important? Mais si t'as bien écrit ton scénario, puis que c'est clair que ça, c'est la trajectoire du personnage principal, ça, c'est clair, tu vas savoir comment la tourner, ta scène, tu sais. Puis, un moment donné, c'est ça que Vincent me disait, c'est, sur Prank, mettons, tu sais, un moment donné, il était comme, tu sais, par rapport à votre scénario, un moment donné, en tournage, il a fait, je vais focuser sur Steffi, tu sais, qui était le personnage. Puis genre, chaque scène, il était comme sur sa fucking... C'était lui, puis il savait comment la shooter par rapport. Mais ça, c'est parce qu'on a fait un travail aussi de... l'histoire, c'est ça. De focaliser. C'est Steffi qui... Fait que je pense que c'est d'être le plus clair possible, le plus genre généreux par rapport au ton, puis c'est pour ça que j'aime Shane Black qui fait des jokes dans son scénario, parce qu'après ça tu regardes L'Arme Fatale, c'est pas lourd comme film, c'est comme un film d'action mais super tongue in cheek puis genre... Mais tu le disais tantôt, excuse-moi, tu le disais tantôt, c'est un blueprint, c'est un plan d'architecte, puis après ça, c'est pas toi qui construis la maison. Tu sais, après ça, il y a le contracteur, il y a le gars qui va poser l'électricité, il y a le gars qui fait la plomberie, puis un bon scénario, le scénario parfait, c'est la maison qui va pas s'effondrer au premier coup de vent, là. C'est pour ça aussi que c'est une affaire qui est hyper codifiée, le scénario, puis tu sais, par rapport aux 3 actes, puis par rapport à tel nombre de pages tu devrais y avoir on obéit au code du bâtiment aussi. C'est exactement. Mais tu sais, quand tu t'étudies là-dedans, c'est comme, c'est vraiment, là, il te pogne un scénario, puis tu fais comme, check à telle page, c'est sûr que t'as un élément déclencheur. Check dans le milieu de ton scénario, mais là, t'as ton point milieu où est-ce que, tout à coup, genre, t'as soit une nouvelle information sur ton personnage, qui relance le récit ou quelque chose du genre. Autre chose. Y a-tu des livres ou des œuvres de scénarisation que
que tu trouves particulièrement pertinente, que tu référerais? Celle qu'on prend souvent l'exemple, c'est Save the Cat, en fait. Ouais, le Save the Cat qui est une espèce, ça c'est quasiment un manuel de peinture à numéros, mais c'est ce qui est le fun quand t'écris puis que tu permets n'importe quoi, c'est que t'as toujours l'espèce de structure à côté de toi que tu fais. Hey là, man, je suis parti sur une scène de 20 pages avec des soldats qui tirent du gun. Puis là, tu reviens à l'espèce de structure. Tu sais comme, ah oui, c'est vrai, là, il faudrait peut-être que je revienne parce que dans 5-6 pages, il va falloir que j'ai un dénouement qui va m'envoyer ailleurs pour que je puisse relancer mon truc. Mais moi, personnellement, puis je peux juste encourager les gens à lire David Mamet. David Mamet, tout ce qu'il a écrit, il a écrit beaucoup sur le théâtre, mais c'est de la dramaturgie, puis ça s'applique également au scénario. L'art du narratif. Ouais, complètement. Ce qui est extraordinaire. C'est assez incroyable qu'il faut venir à une émission de hockey pour changer de scénarisation. Ouais, c'est fou. Je suis sûr que vous n'avez pas parlé de ça dans vos autres promos. Pour vrai, non? Ben, c'est sûr. Éric, parlant de films, parce que je sais que tu as un lien spécial avec un film que j'aime beaucoup, moi aussi également, puis que je sais que tu as même fait des pauses pour, je pense, les 10 ans du film, puis je sais que c'est un film qui a eu un rôle quand même particulier dans ton cheminement, je pense, de fan de scénariste, puis je te dirai pas lequel. Bye! Superbad? Ouais, exact. Puis qui a fêté ses 10 ans l'an passé, si je me trompe pas. Ouais, exact. Bref. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce film-là. Pourquoi ça en fait c'est un film spécial pour toi, puis pourquoi c'est un film qui est aussi bon? Ben, ça a vraiment été comme bien spécial dans mon parcours. C'est un film qui est arrivé à un point que je sortais un peu du cégep, puis tu sais, comme je disais au cégep, je sortais un peu de l'université, en tout cas. Ouais, l'université, ouais. L'université, moi, excuse. Ouais. Je sortais de l'université. C'était pas si jeune que ça, là. Non, c'est ça, mais il y avait quelque chose de, tu sais, au cégep, je m'étais comme intéressé, tu sais, je suis devenu cinéphile, puis tout ça, mais il y avait quand même... Eustache. Ouais, je tripais sur la maman et la putain, puis j'ai comme, là, je me suis cultivé, comme tu dis. Mais après ça, reste qu'en sortant de l'université, c'est pas ça qui, tu sais, moi, j'allais souvent sur quand même ce que j'aimais au départ, c'était quelque chose de grand public, puis beaucoup dans la comédie aussi. Puis c'est là que ce film-là est arrivé à un moment où est-ce que j'ai fait, ben, Chris, que c'est drôle. Puis à un moment donné, en plus de ça, c'est hyper humain puis c'est touchant. Fait que c'est comme si ça devenait de la comédie d'auteur, tu sais. Puis c'est quelque chose que je découvrais là, qui était hyper grand public, tu sais, qui fait rire tout le monde. Mais après ça, quand tu t'y attardes, puis moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans ce film-là, c'est quand ils sont à la fin puis qu'ils se disent « je t'aime », là, tu sais, comme entre amis, mettons, là, puis qu'ils sont comme « I love you, man », puis là, tu t'en vas dans une autre école puis ça me fait chier. Puis là, je suis comme, voyons, je suis ému, tu sais, pis j'ai des grosses feelings. Ouais. Mais pourtant, c'est une grosse comédie qui font des jokes de cul, puis ils dessinent des pénis au début. Ouais, ils dessinent des dick jokes, puis genre ils fument du weed, puis je suis comme, mais en même temps, t'as un côté tellement humain puis tellement vrai. Puis ça m'a full inspiré, puis c'est devenu ça que j'ai émulé quasiment après, puis dans un court-métrage qui s'appelait Petit Frère, qui était full inspiré de ça, de genre on va faire des grosses comme jokes grasses, mais il va y avoir quand même un fond d'un petit gars qui est avec son mentor et tout ça, puis qui struggle. Fait que ça m'a vraiment juste amené sur ça m'a vraiment inspiré, puis c'est un film que je suis capable de quoter puis que je regarde tout le temps, puis tu sais, c'est bien réalisé aussi, tu sais. Greg Mottola, il est quand même, c'est un dude qui a fait son premier film était à la semaine de la critique. J'ai vu ça dernièrement. Il est sorti en Criterion. Non, c'est un vrai réel. Je viens de l'avoir. C'est un film qui vient Day Tripper. Oui, ben oui, je l'ai revu parce qu'il est rendu sur Netflix depuis peu, là. Puis je l'ai revu récemment, puis je me pissais dessus autant que. Ouais, exactement. Fait que c'était ça mon histoire d'amour. Lui, c'était avec Orange Mécanique. Mais... c'est la même relation. La même violence, mais différente. C'est ça. Non, mais allemand, on a comme fait pas mal le tour. On a bossé l'heure et demie. Crème! C'est ça qui arrive dans le plaisir. Et ben non. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre affaire qui m'est revenu juste avant qu'on commence. Tantôt, j'ai fait comme, hey, hockey. Ça, je vais, c'est vrai, vous aviez fait le pool.tv. Ouais. Ça m'est revenu, ça, j'ai oublié le pool, ça. Ouais. C'était une web série de gars qui faisait un pool de hockey, là. Ben, c'était 4 gars qui faisaient un pool, ouais, c'est ça. Qui était comme, c'était-tu comme inspiré de The League, c'est ça? Là? Ben, un peu, je pense que, ouais, Jeff, Jean-François Leblanc, qui était le réal puis scénariste de ça.
c'était une idée qu'il avait, puis il voulait aussi travailler dans l'improvisation, en fait. Fait que c'était comme une série, genre, de 4 gars qui font un pool, mais tout ce qu'on jasait, c'était tout improvisé, fait qu'il nous arrivait avec des situations. Puis eux, ils ont fait la série web, puis moi, je suis embarqué sur le projet qu'on a commencé à l'adapter pour la télé. Puis ça s'est jamais fait. Ah, c'est ça. Il y a peut-être un signe là-dedans que ne m'appelez pas pour travailler. Ouais, c'est ça. Mais c'était cool, ça, comme série, mais c'est encore là, tu sais, c'était encore les mêmes thématiques de, tu sais, ça parlait de pool de hockey, mais finalement, ça parlait de la masculinité, de l'amitié entre gars, puis des mais encore là, en essayant d'éviter les clichés, tu sais, mais. Ouais. Très cool. Ben, écoutez, les gars, au moment de sortie de ça, on ose espérer que le film Les Barbares d'Alma-Baie est encore en salle. On espère. Sinon, il y a beaucoup d'argent qui se perd. Les Barbares, je veux savoir un peu, c'est pourquoi les Barbares, finalement, le choix du nom. Ben, c'est parce que, au départ, le nom, c'était les Sauvages. Ouais. Puis là, on s'est fait aussi dire, comme avec Mégantic, les Sauvages, ça fait amérindien, aujourd'hui. Ben ouais, parce qu'on voulait une espèce d'inspiration des Blackhawks, tu sais, de Chicago. Puis là, on s'est fait dire, non. Un peu insensible. Ouais. Fait que là, c'est le Réal qui a trouvé le nom, en fait. Ça, il tentait d'appeler ça les Barbares. Parce que c'est un gros fan des invasions barbares, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, à Malbaie, c'est que là, c'est rendu que, tu sais, j'ai comme eu, il a reçu, genre, des emails, le Réal, genre. C'est quoi, là, vous pensez qu'à Malbaie, on est rien que des barbares? Puis là, il y a aussi un designer qui s'est fait agresser, il y a un couple de Charlevoix. Ouais, à Charlevoix, dans Charlevoix. Pas dire à Charlevoix. Ouais, non, faut jamais dire ça. En le disant, j'ai fait, il va maigre. Comme un coup de tournevis. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais. Ouais. Non, je veux dire dans Charlevoix. Dans Charlevoix. Mais, qui s'est fait. Puis là, le monde pense que ça s'appelle les barbares parce que c'est un take sur cette agression-là. Vous dites, oui, on crie, ça fait genre 9 ans. Le scénario, ça a tellement pas rapport, mais ça sonnait bien. Il y a une allitération. C'est que les gens de Charlevoix sont un peu idiots. Salut! Lui-même étant de... Je serais cave d'avoir ce discours-là. Tout à fait. Allez voir ça, c'est en salle avec Phil Audrey. Si vous avez, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir? Écoute, rendu là. C'est un film le fun. C'est un film le fun. Je pense que c'est ça. C'est un film avec des émotions pour non, pas toute la famille. Je sais pas, on n'est pas là pour... Ben, si t'as des adolescents précoces, ouais. Marista! Non, c'est vrai. Quand Phil Audrey va à la radio pis qu'il fait une demande spéciale, j'étais sûr qu'il allait demander Marie Stone. Ouais. Mais non, en même temps, tout ce que je retiens de cette scène-là, c'est quand même le comeback de J.C. Lo. Oui, Chris, oui. Et ça, c'est tout à votre honneur. D'ailleurs, vous avez fait une scène où, pas une scène, en fait, mais il y a une année où ils sont en char, puis à la radio, c'est Jean-Charles Lajoie. Ouais. Qui dit de la merde, mais des trucs que vous avez scénarisés. Ouais. Il parle de Vince Bouchard. Ouais, exact. Puis ça, vous l'avez, est-ce que vous étiez là pour le taping, non? Non, pas du tout, mais en fait, non, c'est Vincent. Vincent m'a écrit pour me dire, hey, il faut que tu m'écrives une espèce de bio fictive de Vince Bouchard, qui est le joueur de hockey des Canadiens, pour que Jean-Charles puisse improviser dessus. Fait que là, Chris, j'étais dans un meeting, fait que je suis parti, j'ai écrit en 2 minutes, genre, une fausse bio de joueur de hockey. Puis Jean-Charles a tapé ça, je pense, de chez eux. Puis il a envoyé. Puis là, Vincent était comme, il me semble que je ferais peut-être une autre take. Puis il a dit, non, j'ai pas le temps. Fait que, what you hear is what you get. C'est ça. Merci, Jean-Charles. Les gars, merci vraiment d'être passés. Hey, merci à toi. Super le fun. J'espère que c'est pas le dernier film de hockey que vous faites. Puis, on parlait peut-être d'un film de baseball. Là, oui, bientôt. Gros fan de baseball. Il y en a eu peu ici quand même. Ouais. Puis été sans point de coup sûr. Oui, c'est ça, mais c'est ça, je dis, il y en a eu peu. Il y en a eu des seuls. Il n'y en a pas eu. Marc, là aussi, Marc qui est scénarisé. C'est vrai. Oui, mais Marc, c'est pour ça qu'il était revenu. Puis lui, il m'a dit que, d'ailleurs, parlant de suggestions, que son film de baseball préféré, c'était Bull Durham, je pense. Bull Durham, excuse-moi. Bull Durham avec classique. Susan Sarandon et Tim Robbins. Tout à fait. Bref, bon cinéma, bon ski, bon snow, comme disait Marc Blondin. Puis merci. Madame Messieurs. Yes sir, les boys. Merci beaucoup à Eric et à Marc-Antoine d'être passés au podcast. 1h30 de pur bonheur. Allez, hop. Comme je l'ai dit, le film devrait être encore en salle en ce moment, au moment de sortie de cet épisode. Allez faire un tour dans votre cinéma local. Les Barbares de la Malbaie est le titre du film avec Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Et Vincent Gradon dans le rôle d'un agent de sport, un agent de joueur. Alors voilà, sinon je vous rappelle que nos épisodes sont toujours 2 semaines d'avance sur notre Patreon, patreon.com/dreadsultape. Ça nous permet de continuer de vous amener des épisodes de qualité et d'exister comme podcast. Donc merci à ceux qui nous supportent et je vous encourage à le faire grandement, surtout à l'approche des fêtes, c'est temps de redonner.
rapport. Alors, voilà, merci à tous. Bon cinéma, bon ski et bon snow. OK, bye.